Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Moi je vais plutôt bien, je suis en forme aujourd'hui. C'est lundi, je reviens de Bayeux, je suis en pleine forme. Je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui sont venues me voir à Bayeux, qui sont venues me rendre visite. Et puis je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo foire aux questions. Le principe, normalement si vous me connaissez depuis un certain temps, vous connaissez le subtil truc. Je crée un post, je crée un sujet sur YouTube, sur Facebook et parfois même quand je suis très en forme sur Instagram où j'invite les gens à me poser des questions sur le domaine ésotérique, paranormal, spirituel, développement personnel, pourquoi pas. Et j'essaye, c'est pas toujours facile, mais j'essaye d'apporter une réponse qui correspond bien entendu à ma vérité, qui n'est pas forcément la vérité, ou qui n'est pas forcément la vérité de tout le monde, mais en tout cas qui est la mienne. Donc vous avez le droit de penser différemment, ne vous inquiétez pas, vous avez raison, peut-être même que vous avez raison aussi. On peut tous avoir raison, voilà, il n'y aura pas de jaloux. C'est important de toujours préciser ça, je le dis à chacune de mes vidéos, et je me dis, parce que je suis une rêveuse, je me dis qu'un jour ça va finir par rentrer, et que les gens comprendront que nous avons tous notre vérité. Il n'y a pas de j'ai raison et t'as tort, je pense qu'on a tous notre vérité. Voilà, et nous allons ouvrir le bal avec Myriam. Myriam, qui m'a posé une question très intéressante. En tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant. Tu m'as dit, comment faire pour aider une personne qui est toujours dans la demande, alors que j'ai la sensation de lui avoir dit tout ce qu'il y avait à dire, de lui avoir transmis des messages, d'essayer de l'avoir aidée, d'avoir été à l'écoute, de l'avoir boostée, accompagnée, etc., etc., etc. Et maintenant, tu n'as plus de mots. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, Myriam, que je comprends ton problème. Je le comprends plus, mais il faut comprendre que tu peux aider les gens jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que tu peux conseiller, tu peux avoir, je dirais que tu peux accompagner, tu peux soutenir, tu peux faire plein de choses, mais à un moment donné, tu ne feras pas les choses à sa place. Donc, personnellement, quand c'est un cas comme celui-là, tu vois, je vais donner le maximum que je peux donner à une personne, que ce soit en consultation ou que ce soit dans ma vie privée, etc. Je vais donner un maximum de temps, un maximum d'énergie, un maximum de conseils à la personne et je vais lui fixer des objectifs. Tu vois, parce que je suis une petite maline. Donc je vais lui dire, bah voilà, en point 1, tu vas faire ça, en point 2, tu vas faire ça, en point 3, tu vas faire ça. Et on se rappelle dans un mois et tu me dis où t'en es. D'accord ? Il faut que la personne il faut qu'elle prenne conscience que on a tous nos responsabilités. D'accord ? Donc, aide-toi et le ciel t'aidera, ma cocotte. Si tu le fais pas, bah, je ne veux pas le faire à ta place, tout simplement. Et puis, à un moment donné, si tu vois que ça ne suit pas derrière, bah, tu te décharges, tu te dis, attends, stop, je t'arrête. Moi, je t'ai déjà donné toutes les solutions. Tu m'as écouté ? Non. Donc, stop. Never again. Je suis pas concernée, tu vois, il faut réussir. Alors, je sais que dans notre éducation, Myriam, on a un problème avec ça, c'est que dans notre éducation, on nous formate en nous faisant croire, et tu vois, c'est là que je suis pas trop d'accord pour le coup, c'est que dans notre éducation, on nous dit toujours qu'il faut être là pour les autres, tu vois. Donc du coup, on se culpabilise le jour où on se dit, écoute, stop, c'est bon, j'arrête, j'en ai marre. Mais tu peux pas t'épuiser, tu vois. Là, tu es en train de t'épuiser à aider quelqu'un qui, au final, ne veut pas s'aider lui-même. Tu ne peux pas. Il y a une limite. Tu peux aller jusqu'à un certain stade, et arriver à un certain stade, tu peux plus. Tu dis stop. Voilà. Alors peut-être que cette personne-là, elle a aussi besoin d'une thérapie, d'un accompagnement psychologique. Peut-être qu'il y a besoin d'autres renforts. Mais si toi, tu as été jusqu'au bout et que tu as la sensation que c'est fini, tu peux pas aller au-delà, ben tu lui dis. Gentiment, hein. Tu dis, écoute, moi je t'ai donné toutes les solutions. Maintenant, je suis désolée, j'ai plus de mots, j'ai plus de solutions. Et voilà, je vais pas m'épuiser dans une situation puisque bah, tu ne prends pas tes responsabilités et tu te mets pas en action. Point. Il faut toujours dire les choses, tu vois.
Si tu dis les choses à quelqu'un et que tu lui expliques, elle va comprendre. Si tu te braques, si tu te fermes, si tu lui donnes plus de nouvelles, et si tu prends une distance sans explication, elle ne comprendra pas. Logiquement, tu expliques, les gens comprennent. Sauf exception. Tiffany, quand on ressent du froid et de la fatigue dans un contact médiumnique, est-ce que ça signifie que l'âme est bloquée? Absolument pas. Absolument pas. Le froid, je dirais que c'est quelque chose... Alors, il faut comprendre pourquoi on ressent du froid. C'est énergétique. C'est-à-dire que, on va dire qu'une entité, même si j'ai un peu du mal avec ça, un défunt qui a besoin de se matérialiser, qui a besoin de transmettre un message, qui a besoin... il a surtout besoin d'énergie. C'est-à-dire que la priorité, c'est de trouver de l'énergie. Donc, il va trouver de l'énergie partout où il y en a. Donc, souvent, ça fait effectivement baisser la température du corps de la personne ou la température d'une pièce. Donc, il y a un défunt, il y a déjà des variations de température, effectivement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est bloquée. Non. Et la fatigue, c'est pareil. Si un défunt a besoin d'énergie pour se matérialiser ou pour donner un message, une information, il va puiser de l'énergie autour de lui. Une personne, hop, tiens, elle a de l'énergie, je vais lui en prendre un peu, et du coup, boum, la personne va se sentir fatiguée. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec une âme qui est bloquée. Une âme bloquée, c'est vraiment autre chose pour le coup. Ensuite, Daniel, j'ai vécu une expérience de paralysie du sommeil. Pendant cet épisode traumatisant, j'ai aperçu une silhouette sombre qui traversait ma chambre. J'ai eu très peur et j'ai beaucoup de mal à ne plus y repenser, bien entendu. Est-ce que tu peux me dire si cela a un lien avec la mort de mon mari en novembre dernier? Alors, Daniel, la paralysie du sommeil, c'est une chose. J'ai fait d'ailleurs... Oui, j'ai fait une conférence sur justement les troubles du sommeil que je t'encourage à regarder. Tu la trouveras sur Vimeo, ou elle est aussi sur le groupe coaching si tu fais partie du groupe coaching. Et j'ai parlé effectivement des troubles du sommeil. La paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui s'explique et qui est effectivement très souvent accompagné d'hallucinations visuelles et auditives. Donc ça corrobore avec ce que tu me racontes. Après, je pense qu'une apparition ou une tentative d'incorporation ou un phénomène de hantise, c'est encore quelque chose de différent. Mais c'est vrai que c'est souvent assez étroit quand même. La paralysie du sommeil ressemble beaucoup à certains phénomènes, c'est vrai. Mais je t'encourage de regarder la conférence que j'ai faite sur ce sujet-là. Je pense que ça t'apportera très certainement des réponses. Dominique, est-il possible de communiquer avec notre animal décédé? Oui, ça s'appelle la connexion animale. Effectivement, on peut le faire. Alors, nom de là. La seule difficulté, je te dirais, Dominique, c'est que très souvent, les gens qui font une demande de connexion comme ça avec un animal qui est décédé s'attendent à ce que l'animal ait autant de conversations que l'arrière-grand-mère. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils vont avoir exactement les mêmes messages que dans un contact médiumnique avec un défunt. Sauf que le chien que tu as perdu, ou le chat, n'aura pas du tout de conversation. Il ne va pas avoir des choses à te dire comme un défunt pourrait avoir des choses à te dire. C'est la vision de l'animal. Donc très souvent, il donne des images. C'est-à-dire que tu vas pouvoir reconstituer, je sais pas moi, le chien, il va te montrer un panier avec un tissu écossais, et puis une gamelle rouge, et puis un jouet qui était comme ça. Il va te donner des détails de couleurs, de formes, et des flashs comme des photos. Mais par contre, c'est assez limité, quoi. C'est là la complexité du truc. Donc moi, j'en ai fait un peu, j'ai arrêté parce que les gens, ils pensaient que le chien allait leur dire « Écoute, il va falloir que tu changes de job. » Concrètement, ton chien, à partir du moment où il a à manger et un peu d'affection, il n'en a absolument rien à faire de ton travail. Donc, tu vois, c'est là la complexité du truc. Ensuite, tu me disais, est-ce qu'il faut consulter un médium ou une personne qui pratique la communication animale? Tu peux tout simplement poser la question. T'appelles la médium ou la personne qui fait de la communication animale, tu lui expliques ton cas, elle va te dire oui, elle va te dire non. Faut-il attendre 6 mois pour tenter ce dialogue? Non, c'est beaucoup plus court parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes énergies ni sur les mêmes vibrations. Mais je t'encourage à essayer de trouver une personne sérieuse dans ce domaine-là.
Ça va pas être facile, mais il y a des personnes qui le font et je suis sûre que tu trouveras. Ensuite, Janine, quel livre peut-on lire quand on ne connaît rien à la spiritualité pour démarrer sur de bonnes bases? Alors Janine, quel livre? Oh my god, non mais attends, c'est vachement... Tu sais, la spiritualité, c'est super large. Je pense que dans la spiritualité, qui est déjà une grande famille, tu vas encore avoir différentes choses. Moi, je pense que le mieux, tu vois, c'est d'aller, par exemple, faire un tour en librairie et de découvrir le rayon spiritualité, développement personnel, etc. Et puis là, de te laisser tout simplement guider par des choses, tu vois, spontanément. Il y a des gens qui vont être plus attirés vers la spiritualité, c'est-à-dire, je sais pas moi, la tolérance, la paix, les accords Toltec. Ça, c'est un truc qu'il faut lire, hein, voilà. La méditation, le yoga, les blessures d'âme. Enfin, il y a plein de trucs. Tiens, l'autre jour, j'ai acheté celui-là, moi. Je l'ai présenté ce matin, j'avais une dame qui était là. J'ai présenté ça. Attends, je vais te faire un retour caméra pour te montrer, parce que sinon je ne verrai point ce que je te dis. Ça s'appelle, tu vois, Je pense trop. Comment canaliser ce mental envahissant? Je vais le lire parce que j'ai envie de faire une conférence groupe coaching bientôt sur justement les blocages. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Il m'a presque sauté dans les mains. Tu vois? Donc je me suis dit, oh, ça c'est un truc bien. Il va falloir que je le fasse. Donc tu vois, c'est très 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 large. Après, ça dépend dans quelle direction tu as envie de te diriger, tu vois. Est-ce que c'est plus de développement personnel? Est-ce que c'est plus l'épanouissement? Je sais pas. Il y a plein de sous-familles. Ça sera un petit peu compliqué de te donner. Par contre, je suis en train de penser à un truc, c'est que cet été, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les livres de l'été. Tu vois, tu peux déjà jeter un petit coup d'œil là-dessus. Peut-être qu'il y a des choses qui vont me parler. Moi, je pense qu'il faut se laisser guider à un moment donné. C'est aussi l'instinct, tu vois. T'as un livre, tu le prends dans les mains, tu te dis, tiens, ça c'est un truc qui est fait pour moi. Ça. Allez, vas-y, let's go. Vanessa, je n'arrive pas à comprendre ce qui m'arrive. Mais écoute, moi non plus. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. C'est fort probable, Vanessa, ne t'inquiète pas. Nous allons essayer de te comprendre. Depuis 1 an, il y a quelque chose qui se développe en moi. Est-ce de la médiumnité? Je ne sais pas. J'ai déjà eu plusieurs contacts. Ah bah quand même. Et depuis début juin, plus rien. J'avoue que je ne comprends rien. Je suis déjà passée par des phases de coupure, mais pas comme celle-là. Bon, je te dirais, Vanessa, effectivement, que c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. C'est quand on ne sait pas travailler sa stabilité énergétique. D'ailleurs, hier, j'ai posté une vidéo concernant la clairaudience où j'expliquais les fameux paliers énergétiques. Tu vas grimper en énergie, tu vas capter des choses, tu vas redescendre, boum, tu vas plus rien capter. Donc en général, c'est pire parce que tu te dis ouais, je me suis fait des films, j'ai imaginé que c'est peut-être mon mental, donc tu vas encore plus descendre. Et là, effectivement, tu n'auras rien. Donc je pense que ton problème s'appelle la stabilité énergétique et le taux vibratoire. Ça peut être ça. Mais ça peut être d'autres problèmes aussi. Je te conseille pour bien faire de faire une guidance ou d'intégrer le groupe coaching. Ça peut répondre à des questions. Mais ça peut surtout t'aider à gagner la stabilité. Énergétique. Et normal. C'est la stabilité, ça peut t'aider justement à trouver des solutions pour la stabilité énergétique. On poursuit avec Vanessa Huguen. Alors, je ne sais pas si c'est la même Vanessa ou si c'est une autre Vanessa, parce que des fois, je prends juste les questions et je les note. Alors, je sais pas. Alors, Vanessa, je précise que je ne crois pas au mauvais œil. Ok. Mais quand une personne est fragilisée, comme ça a été ton cas l'été dernier, c'est ce que tu mets entre parenthèses, cela peut provoquer des torts. Donc, est-ce qu'une personne physique peut avoir un incident sur une évolution de ce type? Moi, pas avoir tout compris ta question, je ne peux rentrer précisément dans le vif du sujet, c'est beaucoup trop long. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que une personne qui va être fragilisée, psychologiquement ou physiquement, etc., est-ce qu'elle est plus susceptible
Je pense que c'est ça, hein, le fond de ta question. Est-ce qu'elle est plus susceptible d'être, je dirais, victime de mauvais sorts, de mauvaises, comment je te dirais, d'incidents à répétition, etc. Ben, moi, à ce moment-là, je te parlerai je te parlerai pas du mauvais œil, je te parlerai de la loi de l'attraction. Le négatif attire le négatif. Plus une personne est négative, plus elle attire vers elle le négatif. Donc, effectivement, une personne qui est en dépression, qui voit tout en noir, va avoir tendance à rencontrer plus de difficultés dans sa vie, peut-être, que quelqu'un qui est extrêmement positif. Peut-être. La loi de l'attraction. Après, moi, je me dis que des problèmes, on en a tous, à différents degrés, à différents niveaux, etc. Je suis complètement d'accord. Mais l'important, souvent, c'est de la manière dont tu vas te sortir de ce problème. C'est-à-dire que tu as des gens, quand même, c'est des conquérants. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils se disent « c'est pas grave, t'inquiète, je vais trouver une solution, je vais m'en sortir ». C'est ça aussi la grande différence. Je pense. Tu vois, je penserais pas à une question des trucs qui passent, pardon. Je penserais pas à quelque chose de mauvais œil, je penserais plus à l'attraction pour le coup. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sonia, il y a un an, j'ai voulu m'initier au Reiki. Pas m'énerver. Et depuis, il y a toujours quelque chose. Un frein, une annulation, un report. Alors donc, en fait, tu as voulu t'initier au Reiki, tu as voulu donc t'inscrire probablement à une session de formation, et à chaque fois que tu vas pour y aller, il y a quelque chose qui t'empêche d'y aller. Soit c'est annulé, soit c'est reporté, soit tu es complètement angoissé, soit tu n'arrives pas à méditer, tu n'arrives pas à te centrer. Donc, à ce jour, je n'ai absolument rien commencé. D'accord. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. Et je voulais, par le biais du Reiki, me soulager et en profiter pour aider ma famille et amis gratuitement. Ce qui est très noble. Y a-t-il une raison ésotérique à tout cela, à ton avis? Ben oui. Oui. Ce qu'il faut comprendre, Sonia, c'est que tu ne peux pas aider les autres si toi-même, tu vas pas bien. C'est tout con, mais c'est comme ça. Donc, si tu veux t'initier au Reiki, mais que toi, déjà, t'es pas complètement zen, t'es pas bien dans tes pompes, t'as des problèmes à régler, des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes financiers, des problèmes machin, tu ne pourras pas être à 200% pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis malade, si je suis contrariée, si je vais pas bien, je pratique pas. J'annule tous mes rendez-vous. Ouais, je sais, c'est terrible. Mais je peux pas, en fait. Si je suis pas complètement en phase avec ce que je fais pas. Tu vois? J'ai fait une vidéo aussi sur la nuit noire de l'âme, où j'ai expliqué qu'il y a 10 ans, 10-15 ans, c'était vraiment la merde dans ma vie, c'était vraiment le chaos. Si je m'étais lancée à ce moment-là dans cette activité, je me serais vautrée. Obligée. Donc voilà, tu as des phases qui sont obligatoires. Alors apprendre le Reiki, c'est une bonne chose, mais le Reiki va pas solutionner tous les problèmes de ta vie, pour le coup. Ni le magnétisme, ni l'ésotérisme, ni voilà. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes dans ta vie à régler avant de te lancer là-dedans. Même si le projet a l'air très noble, hein, ça a l'air très très bien. Mais aider les amis, aider la famille, aider... Non, charité bien ordonnée commence par soi-même. Aide-toi d'abord. Et une fois que toi, tu seras complètement aligné, que tu seras complètement guéri, que tu auras justement fait un gros travail sur toi-même et sur tout ce qui n'allait pas avant dans ta vie, parce que tu dis, je suis très angoissée, machin, gna. Ah bon? Et pourquoi t'es angoissée? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Donc, règle tous tes problèmes à toi. Et après, dans un second temps, quand toi, tu seras complètement guéri, eh ben, tu pourras aider tous tes amis. Et tout le monde sera très content de toi. Voilà. Allez, on continue. On va continuer avec Muriel qui nous disait quand on parle par la pensée à une personne qui est de l'autre côté, donc une personne qui est décédée, elle nous entend. Point d'interrogation. Oui, Muriel, la plupart du temps, effectivement, les personnes qui sont parties, qui sont décédées, ont la capacité, en tout cas, de nous entendre. Ça, je sais que c'est assez subtil, mais ils nous entendent. Et pour être sûr que le message leur parvienne bien, je vous conseille d'allumer une jolie bougie blanche en leur honneur. Vous verrez, l'énergie de la bougie va faciliter l'envoi de votre fax. Un peu comme un fax. Oui, je sais, des fois je dis des trucs bizarres, mais c'est ça. Camille, dans la conférence du 17 décembre, c'est précis, retraçant tes expériences
Oui. Tu as parlé brièvement de ta maison. Oui, effectivement. Selon toi, ce sont les maisons qui nous choisissent. Absolument. Ce n'est pas nous qui choisissons une maison, c'est la maison qui nous choisit. Pourrais-tu nous en dire plus? Oh, bah oui, Camille, je peux t'en parler pendant des heures. Je viens d'acheter une maison en juillet car je me suis laissé guider par les signes. La photo de l'annonce m'a notamment réveillée une nuit. Donc c'est que la maison t'a appelé. Je vais t'expliquer après. Ce signe m'a-t-il bien conduit dans l'achat de ce bien? L'avenir te le dira. Ou y a-t-il une sorte de mission envers cette maison? Oui, en effet. C'est-à-dire que moi, je reste persuadée que ce sont les maisons qui nous choisissent. Quand on se lance d'ailleurs dans un projet immobilier, que ce soit l'achat ou la location, admettons, et qu'une maison nous passe sous le nez ou un appart, c'est pareil, on va avoir tendance à être super déçu, à se dire oh bah merde, ça s'est pas fait, c'est nul, gna. Moi je vois plus ça comme un signe. Je me dis bah si ça s'est pas fait, c'est que ça doit pas se faire. Voilà. Et c'est vrai que ma maison, pour le coup, je l'ai achetée avec une facilité absolument déconcertante. Et je sais pourquoi. Parce que quelque part, elle avait besoin de moi et réciproquement. J'avais besoin d'elle aussi. Et je pense que cette maison n'y est absolument pas pour rien dans je dirais, mon évolution au niveau médiumnique, au niveau énergétique, au niveau de plein de choses. C'est une maison qui me nourrit, c'est une maison qui me... Voilà, cette maison a une âme, elle a une histoire, elle a une âme. Et je me sens bien dedans, donc c'est le principal. Voilà. Donc ouais. Et peut-être qu'un jour, c'est ça aussi qui est drôle, c'est que peut-être un jour, cette maison ne voudra plus de moi. Voilà. Et peut-être qu'il y aura d'autres personnes. Enfin, tu vois, je sais que c'est bizarre, on a tous nos croyances, hein, mais moi, je suis persuadée que ce sont les maisons qui nous choisissent. On a quelque chose à faire dans cette maison, X ou Y, et après, une fois qu'on a rempli notre mission, comme tu le dis si bien, Camille, eh ben, on passe à autre chose et on choisit une autre maison. C'est fou, hein? Ouais, je sais. C'est fou, c'est un truc de dingue. Orbe lumineuse, y a-t-il de longues périodes où votre clairvoyance ou télépathie se fait rare? Oui, quand je débranche la prise. C'est-à-dire que pour pas devenir complètement cinglé, à un moment donné, il faut savoir aussi avoir une vie normale. C'est-à-dire qu'on peut être quelqu'un de très spirituel, on peut enfin, je pense que la spiritualité, c'est un état d'esprit finalement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être médium, par exemple, tu vois, et tu peux très bien faire un apéro le samedi soir avec tes copains et tes copines, sans pour autant voir des fantômes partout, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu peux très bien passer un moment agréable, très loin de tout ça. Oui, c'est possible. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est des fois, t'es tellement déconnecté que tu te laisses surprendre. Tu vois, par exemple, cet été, je vais te donner un exemple. Cet été, j'ai vraiment déconnecté parce que c'était important pour moi de le faire. Je voulais profiter de mes enfants, j'avais vraiment besoin d'une grosse coupure. Donc, j'ai coupé. J'ai eu l'impression je débranche la prise. Ça y est, je suis normale. Aïe, je reviens de loin, les mecs. Hein. Donc voilà. Et j'ai été au restaurant un midi, c'était pour l'anniversaire de mon fils. On a été dans le sud de la France, près de Cahors, dans une magnifique petite bourgade qui s'appelle Montcuq. Voilà, tu vas tout savoir. Et finalement, on était en train de déjeuner. On était dans un restaurant sur une petite place. C'était très mignon, c'était super, etc. Moi, bah, j'étais oh, les vacances, c'est super, il fait beau, il fait chaud, c'est super. Voilà. Et en plein milieu du truc, j'ai reçu mon plat. Bon, ça allait très bien, hein, c'était très bien. Mais je me suis sentie pas bien d'un coup. J'ai eu l'impression qu'on m'enfonçait un clou dans le cœur. J'ai eu une espèce de grosse pointe au niveau du cœur. Et il faisait très très chaud ce jour-là. Il faisait plus de 40, donc je pense que l'effet a été quand même assez spectaculaire, on va dire. Et du coup, je me suis sentie pas bien et j'ai eu cette sensation de douleur au cœur. Et après, j'ai mon cœur qui est parti comme si j'étais en plein effort. Comme si j'avais
des palpitations, comme si j'étais en train de courir, et j'ai senti mon cœur qui partait très très vite, et boum, 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 comme si j'étais en train de courir un 100 mètres, alors que ça m'est pas arrivé depuis que j'avais 4 ans et demi, je veux dire, donc c'est pas possible. J'étais assise en plus, donc c'est pas possible. Et là, pendant un moment, je me suis dit, mais je suis en train de faire une crise cardiaque, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Donc j'ai posé mes couverts, j'ai dit à mon mari et mes enfants, je vais me sentir mal, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, avec l'angoisse, tout ce qui est autour, et enfin voilà. Et l'instant d'après, j'ai vu un monsieur qui tombait dans ma tête, si tu veux, j'ai eu la vision d'un homme qui se prenait une balle et qui tombait. Et là, ah mais non ah non, c'est bon, c'est ma médiumnité, j'avais complètement zappé. Excusez-moi, c'est bon, on annule l'ambulance, tout va bien. Ah non, c'est Dieu merci, c'est juste ça. Et je te jure que c'était exactement ça, hein. C'était la vérité. Ça s'est passé exactement comme ça. Je peux te dire que mon mari a eu très très peur, il s'en souvient encore aujourd'hui. Et j'avais zappé, ouais, j'étais tellement déconnectée, j'étais tellement ailleurs, j'étais tellement dans autre chose que j'ai pas compris que c'était ma médiumnité qui revenait au galop là tout de suite. On a fini de manger, on a fini de déjeuner, et après on a contourné la terrasse sur laquelle on était assis en train de déjeuner, et à peut-être aller à 2,50 m, 3 mètres de notre table, en fait de l'autre côté il y avait une stèle, il y a des gens qui se sont fait fusiller sur cette place. Et je me suis rendu compte aussi que le village où on était en vacances, encore une fois, il n'y a pas de hasard, c'était un lieu où il s'est quand même passé beaucoup de choses. C'est très très riche sur le plan historique. Et du coup, tu vois, là j'étais tellement déconnectée que le truc qui m'a rappelé à l'ordre très très vite en me disant hey, t'es en vacances, mais il y a quand même des fois où tu vois, t'es pas prête et ça vient tout seul, quoi. Et après, pour répondre encore plus à ta question, j'ai eu une période effectivement où j'avais plus rien. J'en ai déjà parlé, je crois. C'était au décès de ma mère, quand j'ai assisté au décès de ma mère. J'ai été tellement traumatisée par ça que du coup ça m'a absolument tout coupé. Et qu'après il a fallu que je fasse un gros travail pour appuyer sur on et que ça revienne. Tu vois? Donc effectivement, on a des fois... soit c'est volontaire parce qu'on a peur, on n'a pas envie, on rejette, etc. Soit c'est parce qu'il faut faire des pauses. Je pense qu'on reste terrestre. Tu vois, on vit sur Terre. Hein, il faut d'ailleurs il faut faire des pauses. J'encourage les gens à faire des pauses de temps en temps pour pouvoir se recentrer, c'est important. Karine, j'ai mis entre parenthèses, m'a fait rire, merci. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais je devais avoir une bonne raison. Je souhaite purifier mon appartement avec de la sauge. On m'a dit de le faire pendant 9 jours d'affilée. Ah vache, ça fait long. S'il y a une éventuelle entité et que je souhaite la faire partir, ne risque-t-elle pas de se mettre en colère? Je ne voudrais pas gagner un poltergeist. Alors Karine, on va essayer de répondre à ta question. Alors, 9 jours de sauge, ça me paraît un peu long. Déjà, pourquoi 9? Tu vois, je ne sais point. La sauge, en plus, pour le coup, c'est pas forcément l'encens qu'on recommande pour faire une purification de lieu. Une purification de lieu, c'est un protocole qu'il faut suivre. J'ai sorti il y a quelques temps ceci, que j'ai plutôt bien fait. D'ailleurs, en chapitre 1, j'ai mis « Trouver le bon rituel ». Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que selon le problème que tu as chez toi, tu vas pas utiliser le même rituel. Et donc, tu vas pas utiliser le même encens. Et donc, tu vas pas utiliser la même procédure, tu vois. Donc, s'il y a une entité chez toi, déjà, je pense que tu dois le sentir. Parce que pour le coup, quand il y a vraiment une entité dans la maison, ça se sent un petit peu quand même, hein, je te dirais. Donc, on m'a dit que... Fais attention à ça aussi, parce que les 3/4 du temps, on m'a dit que j'avais une entité. Il n'y a rien. Donc, tu vois, moi je te dirais surtout de choisir le bon rituel qui correspond à ce que tu as besoin, de ne pas forcément te lancer dans des trucs à l'aveuglette. Après bien sûr, si tu regardes Poltergeist ou si tu regardes Amityville
ou si tu regardes Amityville, ouais, je crois que ça. Enfin, tu vois, tu vas imaginer que tu vas allumer ton bâtonnet d'encens et que là, il y a un espèce de démon qui va sortir de dessous le canapé en mode comme ça. C'est à la télé. D'accord? Quand tu fais une purification de lieu, franchement, c'est très, 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 très rare que tu as une manifestation quelconque. Hein. En général, tu sors l'encens, ça calme un peu tout le monde déjà. Hein. Donc, no panique. Après, purifier ton appartement à la sauge, ça peut pas faire de mal en principe. Hein. Donc, je te dirais, vas-y. Et non, tu ne risques pas grand-chose. À moins, bien sûr, que tu as une hantise énorme avec l'impossibilité d'entrer dans ton appartement, ce que j'ai déjà vu. Il n'y a pas de souci. Là, effectivement, il vaut mieux faire appel à un professionnel, pour le coup. Ensuite, il y a Kevin. Et non, je ne te parlerai pas de paillettes, Kevin. Je pense qu'en ce moment, tu en as déjà eu pas mal. Lorsqu'on rêve d'une personne, est-ce que tu penses que c'est en quelque sorte une rencontre astrale? C'est très intéressant, Kevin. Je te remercie. Oui, effectivement. Alors, moi, je me dis ça aussi. C'est-à-dire que quand je rêve de quelqu'un, je me dis que quelque part, il y a une infime partie dans l'inconscient de cette personne, dans son âme, quelque part, dans son énergie. Je me dis que si moi je l'ai vécu, une partie d'elle aussi. Là, tu vois, c'est personnel, c'est une conviction personnelle. Il y en a d'autres qui vont te dire non, non, non. Et moi, je vais te dire oui. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'effectivement, c'est une rencontre. Alors après, l'astral, quand on parle d'astral, les gens, en général, ils prennent le raccourci. Astral, bah astral, donc, tu vois. Les gens, ils vont se dire, ah, parce que donc, du coup, quand on dort, on va dans l'astral, on va dans le bas astral. C'est effectivement, quand on dort, normalement, on est dans l'astral. C'est pour ça qu'on fait des voyages astrales. Ok. C'est dans l'astral, effectivement. Il y a différentes strates, hein, il y a différents étages, comme on dit. Mais je suis assez d'accord avec ton raisonnement, Kevin, pour le coup. Estelle, j'aurais besoin d'avoir des précisions sur l'influence des vies antérieures. Quels sont les différents types de vœux qui ont pu être faits lors d'une vie antérieure? Vœux de silence, vœux de chasteté ou autre. D'accord. Et qui peuvent être un frein ou un obstacle dans notre vie actuelle, du coup. Alors attends, Estelle, il faut pas tout confondre. Effectivement, tu as des choses que tu as fait dans tes vies antérieures, mais c'est pas pour autant que, tu vois, par exemple, tu as fait de vœux de silence dans une de tes vies antérieures et du coup, tu as du mal à t'exprimer dans celle-ci. Moi, quelqu'un qui a des problèmes pour s'exprimer, je vais pas aller chercher directement dans ses vies antérieures, je vais aller chercher dans sa construction, parce que tout ce qu'on vit entre 0 et 12 ans est déterminant pour notre avenir. Je sais, c'est terrifiant, mais c'est comme ça. Donc tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te fait ou tout ce que tu vois va influencer ton avenir. Mais là, on ne parle pas de vie antérieure, on parle de construction. Donc très souvent, les blocages qu'on a à l'âge adulte sont dus à notre enfance. Par exemple, tu es élevé par un pervers narcissique, manipulateur et schizophrène. Pendant très longtemps, tu es persuadé que tous les hommes sont pervers, narcissiques, schizophrènes et paranoïaques. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une vie antérieure, c'est un fait, c'est factuel pour le coup, tu vois, c'est ton enfance. Donc, avant d'aller chercher ce qui s'est passé il y a 400 ans, je te conseille d'aller chercher ce qui s'est passé il y a 20 ans ou il y a 30 ans, tu vois, il y a peut-être des choses comme ça. Il y a plein de blocages dans notre vie qui sont liés à des traumatismes. Prends par exemple une femme battue. Une femme qui va être battue pendant des années, elle va réussir à se défaire de son bourreau, elle va avoir très très peur que ça revienne. Alors du coup, elle va faire un blocage et du coup, elle va avoir peur de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est un blocage qui est dû à un traumatisme. Mais là, on ne parle pas de vie antérieure. D'accord? Donc, je pense qu'il ne faut pas tout confondre non plus. Et après, les vies antérieures, oui, effectivement, ça peut avoir une influence. Comme tu vois, j'avais fait une vidéo sur justement les expériences que j'avais eues avec mes vies antérieures. J'ai compris pourquoi j'avais des problèmes avec la Seconde Guerre, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'à chaque fois que je vois un Allemand en uniforme, j'ai envie de le tuer. Tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, il faut. Je pense que les vies antérieures, ça peut expliquer certaines choses, mais c'est pas non plus l'explication à absolument tout, quoi. Tu vois. Après, tu me disais comment, dans un deuxième temps,
lors d'une séance de magnétisme, les enlever. Alors, si tu as un problème de blocage lié à une vie antérieure, il va falloir couper les liens, effectivement, mais est-ce que déjà tu es certaine que c'est lié à tes vies antérieures? Tu vois, moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant j'ai un gros blocage avec le feu, par exemple, on va prendre l'exemple, j'ai un problème avec le feu, j'ai toujours peur qu'il y ait le feu, j'ai peur des incendies, j'ai peur de la fumée, j'ai peur du feu. Pourquoi pas? Je sais rien, moi, mais bon, voilà. J'ai un stress avec le feu. Ah, bah, moi, je pense que c'est parce qu'en fait, dans une vie antérieure, j'ai dû être brûlée vive. Ah, tu vois le raccourci énorme, quoi. C'est peut-être parce que aussi dans ta vie, dans ton enfance, tu as peut-être eu un problème avec ça. Donc, moi, je vais dire à la personne, vous avez déjà engagé une thérapie, d'accord? Vous allez commencer par aller voir un psy, hein, ça fait du bien de temps en temps, histoire de voir s'il y a la lumière à tous les étages. Et puis peut-être que lui, il va vous envoyer dans une réflexion et vous faire comprendre et déduire que. Et puis si vraiment il n'y a pas d'explication et si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre, revenez me voir. On va gagner du temps. Parce que la médium ne résout pas tous les problèmes de votre vie. Tu vois, Estelle? Je pense que c'est beaucoup plus sage. En tout cas, c'est ma façon de voir et de faire les choses. Après, il y a effectivement ce qu'on appelle les liens karmiques qui sont généralement coupés lorsqu'on fait un dégagement énergétique. Ça, c'est vrai aussi. Sauf que le dégagement énergétique ne va pas résoudre tous les problèmes de la vie de quelqu'un sans qu'il ne fasse rien. Là, c'est un autre débat. Je suis... Ouais. Voilà, quoi. On va enchaîner. Je me fais des délires toute seule aujourd'hui, faut pas faire gaffe. Annick, qui me demandait pourquoi fait-on des sorties astrales? Pourquoi pas? Tu vois? Pourquoi pas, Annick? Chacun son truc. Est-ce un acte volontaire ou involontaire? Il y a les deux. Il y a des fois, il y a des personnes qui réussissent à faire des sorties de corps sur commande et les 3/4 du temps, c'est quand même de manière involontaire. Qui pourrait nous guider? Notre guide? Notre conscience? Notre persévérance? Je sais pas. Tu peux pas être guidé si tu le contrôles pas, tu vois. Admettons, tu t'endors, tu te réveilles à 2h du mat et t'es suspendu au plafond. Qui te guide? Personne. Et tu t'es rélevé toute seule. Non, mais tu vois, je schématise, mais c'est vrai. Je pense que c'est compliqué. Ça, il faudrait poser la question, tu vois, à Nicolas Fraisse, qui fait les sorties de corps. Là. Il est hallucinant, lui. Donc, il faudrait peut-être lui demander s'il a déjà vu des trucs bizarres quand il faisait ses sorties de corps. Puisque lors d'une sortie astrale, on peut rencontrer nos guides, nos défunts et d'autres univers. D'autres univers, on va peut-être se calmer. Oui, les guides, oui, les défunts. C'est déjà pas mal. As-tu déjà fait involontairement des sorties de corps? Oui, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai même souffert de bilocalisation. Je bide quelque chose, la première fois de ma vie où je suis bide quelque chose, et ben c'est la bilocalisation. Voilà, c'est-à-dire que tu es à un point, tu dors, tu fais une sortie de corps et on peut te voir à un autre endroit. Alors ça, c'est un truc de ouf. Mais ça m'est arrivé 3 fois, de manière totalement involontaire, et je ne sais pas comment ça marche, puisque je sais pas. Je peux pas te dire. Moi, je dormais, dodo tranquillement, et on m'a vu à un autre endroit. C'était assez perturbant. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est encore? Bah oui, comme quoi, tu vois, tout arrive. Parfois, on est surprenant. J'en rigole, mais c'est vrai, je te jure que je connais pas encore, si tu veux. Je me suis peut-être pas suffisamment penchée sur les sorties de corps, tout ce qui est astral, etc. Pas encore. Mais un jour, peut-être que j'aurai plus d'informations et plus de choses à dire sur ce sujet parce que moi, je comprends pas comment ça marche, donc je peux pas te dire. Après, peut-être aussi parce que je fais beaucoup de projections. C'est-à-dire que j'imagine, quand je fais du soin, par exemple, je suis dans la projection. C'est-à-dire que je ferme les yeux et j'imagine que je le fais et je le fais. Donc peut-être que c'est lié. Je ne sais pas. Tu t'endors en pensant très fort à quelqu'un, boum, tu le vois. Tu vois? Après, c'est les limites qu'on connaît pas encore, finalement. Hein. Enfin, je sais pas. Je peux pas te dire. Là, je connais pas assez le sujet pour pouvoir te répondre en profondeur. Marion, j'aimerais savoir si vous arrivez à contacter le ou les guides d'autres personnes. Oui, je peux avoir un contact avec le guide d'une autre personne. D'ailleurs, les 3/4 du temps,
quand je suis en consultation, tout ce que je vais dire dans une consultation m'est tout simplement soufflé. On me dit, tiens, dis-lui ça, parle-lui de ça, raconte-lui ça, parce que ça va faire écho. Voilà. Il y a très très peu d'éléments dans une consultation qui viennent de moi, spontanément, de moi. Non, en général, ce sont les guides de la personne ou mon guide. Si oui, on ne peut avoir des échanges seulement avec nos propres guides. Non, pas du tout, je viens de te le dire. J'aimerais aussi connaître votre point de vue sur le fait d'échanger avec l'âme de sa flamme jumelle, au bazar. J'ai vu votre vidéo sur le groupe à ce sujet. Oui, j'avais fait effectivement une conférence, je crois que c'était en janvier, début janvier, sur les âmes sœurs et les flammes jumelles. J'ai l'impression que cette vidéo m'a apporté certaines réponses, mais qui bien sûr m'emmène sur d'autres questions. La question est, est-ce facile, de par le lien qu'il y a entre deux flammes jumelles, d'échanger si la mort nous a séparés? Ah oui, d'accord. Donc, si je te suis bien, tu me dis que ta flamme jumelle, admettons, on va pas parler de toi, non, parce que c'est un mauvais exemple. Non, parce qu'on va pas foutre la... Non, c'est pas la peine. Deux personnes qui seraient donc flammes jumelles, qui vont être séparées par la mort, peuvent-elles continuer à communiquer? Oui, oui, bien sûr. Mais parfois même, c'est dans l'inconscient, ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait des rêves avec Kevin. Si tu arrives à communiquer avec la personne, que ce soit ta flamme jumelle, que ce soit ton âme sœur, ou que ce soit ton grand-père, ta grand-mère, etc., tu peux très bien avoir une connexion pendant ton sommeil, par exemple, de manière totalement inconsciente. Oui. Oui. Ensuite, tu me disais, est-ce que ce côté un peu conflictuel persiste même si nous sommes séparés? En général, si tu veux, les flammes jumelles, le truc, c'est que c'est toujours extrêmement fort quand elles se retrouvent. C'est très très fort, c'est très fusionnel. C'est tellement fort qu'on finit par se détester et par se... On devient... c'est comme des aimants qui se repoussent, quoi. On peut pas. Voilà. Et du coup... l'intelligence veut qu'on revienne pas ensemble. On sait que c'est pas possible, on n'est pas compatible, ça peut pas le faire, c'est trop fort entre nous, donc on se repousse. Et après, je pense que oui, c'est conflictuel, qu'on soit séparés ou que l'un ou l'autre soit décédé, admettons, ça sera toujours conflictuel. Les flammes jumelles ne sont malheureusement pas faites pour être paisibles et dans l'amour. C'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop intense, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Christine, tu m'as dit si les âmes se réincarnent vraiment. Conditionnel, mais pas sûr. Comment la canalisation avec ces défunts est-elle possible? Alors, si un défunt s'est réincarné, Christine, on ne peut plus avoir de contact avec lui. Impossible. C'est terrible. Mais c'est ça aussi la médiumnité, tu vois. La médiumnité, ça reste quand même un sujet qui est quand même très difficile à comprendre, j'ai l'impression. Parce que c'est toujours incertain. C'est-à-dire qu'une personne qui va me demander un contact médiumnique, peut-être qu'elle n'aura jamais son contact. C'est là où c'est compliqué. Il y a des gens qui réservent des fois des rendez-vous avec moi, et puis le jour J, je suis désolée, il n'y a pas de message, il n'y a pas de contact. La personne, soit elle n'a rien à dire, soit le contact il n'est pas possible le jour J, soit la personne elle s'est réincarnée, et si elle s'est réincarnée, je suis désolée, on ne peut plus faire de contact médiumnique. Donc effectivement, ça arrive de temps en temps que la personne, elle s'est déjà réincarnée, et du coup on n'aura rien du tout. Je sais, c'est frustrant pour le vivant, mais tant mieux en même temps. S'il s'est réincarné, c'est très bien. Un défunt qui m'a dit qu'il reviendrait sur Terre. Oui, j'espère pour lui, ouais, ça s'appelle la réincarnation d'ailleurs. Mais au bout de combien de temps? Il n'y a pas de loi, Christine. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 1 siècle, ça peut durer 5 siècles, pourquoi pas. Il n'y a pas de loi. Il n'y a aucune loi au niveau de la durée. Il n'y a pas de... En plus, le temps, le temps, c'est quelque chose, comment je te dirais? C'est une notion terrestre, le temps. Le temps, de l'autre côté, il n'existe plus. On s'en fout, ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de loi. Donc, il y a des personnes qui vont se réincarner assez vite, et d'autres qui vont se réincarner très tardivement.
pas de loi. Je peux pas te dire mieux, hein, je suis désolée. Enzo, avez-vous déjà parlé des enfants médiums dans certaines vidéos? Sinon, pourriez-vous nous en parler? Alors, je crois, oui Enzo, parce que j'ai pas de mémoire, mais il me semble que j'ai fait une vidéo sur les enfants médiums il y a quelques temps déjà, et normalement, j'essaierai de faire une vidéo spéciale Halloween, parce que j'adore Halloween. J'adore toutes les fêtes en fait. Tous les jours c'est une fête. Je fête tous les jours en I, donc ça fait beaucoup. Donc quand il y a une fête pour de vrai, alors là on met le paquet. Donc je pense que je ferai une vidéo d'Halloween justement sur les enfants médiums. Mais je ne t'en dis pas plus. Surprise. Alors ensuite il y a Fleur d'Oranger, et là tu me fais peur parce que alors, Fleur d'Oranger, tu m'as écrit un pavé énorme, donc je vais essayer de, comment dire, de synthétiser. Alors, les médiums et les énergies négatives sur votre chaîne YouTube. Oui, ça c'est une vidéo que j'ai fait. J'ai fait il y a 1 an ou 2, je sais plus. Vous dites en gros, que si des entités nous entourent et qu'ils veulent communiquer avec nous ou qu'ils ont besoin d'aide et qu'on est prêt, il faut leur dire stop. Ah, quand on n'est pas prêt. Oui, une personne, on va dire lambda, qui n'est pas forcément médium, qui n'a pas forcément de capacité, qui va être approché par des entités. Souvent, je leur dis, oui, effectivement, il faut dire stop. N'allez pas plus loin, parce que vous ne savez pas qui est là, vous ne savez pas si c'est une entité, vous ne savez pas si c'est quelqu'un que vous connaissez vraiment, ou une entité qui se fait passer pour quelqu'un que vous connaissez, les 3/4 du temps. Donc, effectivement, quand vous n'êtes pas en mesure d'aider, ou que vous n'êtes pas en mesure d'entendre, ou que vous n'êtes pas en mesure de comprendre, le mieux, c'est de dire stop. Stop, je veux pas, je peux pas vous aider, je sais pas qui vous êtes et je peux rien pour vous. Stop. Ça marche très bien. Voilà. Quelques années plus tard, si on sent que cette fois-ci on est prêt à obtenir des messages ou à aider les entités. On va se détendre parce que aider, si déjà tu peux les entendre, c'est bien. Chaque chose en son temps, chaque temps pour sa chose. Comment savoir qu'on est prêt? En général, tu le sais. Hein, si tu flippes dès qu'il y a un bruit dans ta maison, t'es pas prêt. En gros. Et puis, si tu sens que... tu sais, moi, je pense que la médiumnité, et c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, je sais. Moi, je pense que la médiumnité, c'est quelque chose qui s'impose à nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas faire autre chose. Quand t'es médium, enfin voilà, quand tu es avéré, médium avéré, quoi, je veux dire, t'as eu des choses dans l'enfance, ou alors soit ça s'est déclenché dans l'enfance, soit c'est à la suite d'un traumatisme, une expérience de mort imminente, quelque chose qui t'a vraiment choqué et qui justement provoque une ouverture de conscience et un développement de conscience. Je pense que quand t'as des capacités comme ça, tu peux pas, au bout d'un moment, si tu veux, ça devient une évidence. Tu vois, moi je pense que si je te parle encore une fois de mon expérience, moi j'ai l'impression que ça a été comme un entonnoir. Donc, plus ça va et plus ça s'impose à moi jusqu'à devenir, tu peux plus rien faire d'autre que ça. Voilà. C'est-à-dire c'est comme si on te mettait là et maintenant t'as plus le choix, tu le fais. Moi je vis ça comme ça. Il y a d'autres médiums qui vont te dire exactement la même chose. J'ai l'impression que on m'a fait passer par des passages qui étaient obligés pour que je puisse réussir à le faire correctement aujourd'hui, à exercer dans de bonnes conditions, etc. Mais je pense aussi que professionnellement, n'importe quoi j'ai essayé, ça ne marchait pas. À chaque fois, j'allais dans le mur parce que j'étais pas à la bonne place. Donc je pense que la médiumnité, c'est quelque chose qui finit par s'imposer complètement et on n'a plus le choix, on est obligé de faire ça. Donc si tu as une prédisposition à la médiumnité, si tu penses que tu as déjà eu des expériences, tu as déjà vu des choses, tu as déjà eu des messages, tu as déjà eu plein de choses, je te conseille déjà de prime abord de réaliser une guidance pour qu'on puisse évaluer ton potentiel énergétique, voir dans quel sens il faut que tu travailles, et après il va falloir que tu travailles, parce que on n'a rien sans rien. La médiumnité, c'est quelque chose qui peut, je dirais, on peut avoir un potentiel de départ, mais si on ne travaille pas, les choses elles vont pas se développer, il faut pas rêver. Donc même si tu as un bon potentiel au début, je te conseille quand même de continuer à travailler tes perceptions, travailler tes énergies, travailler ton équilibre énergétique, travailler
tes points faibles, en général, tout ce qui te fait redescendre, tu vois. Donc, réalise une guidance. Des fois, les guidances, elles font pas toujours plaisir, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont persuadées d'avoir des dons extraordinaires, et puis qui s'aperçoivent finalement que, voilà, il faut... Ça va être compliqué, hein, ça va être... voilà. La guidance, elle n'est pas là pour entretenir le fantasme, elle est là pour donner justement des outils. Mais il y a beaucoup de personnes qui, quand elles reçoivent 40 pages en disant, voilà, étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu fais ça, étape 12, tu fais ça, les gens me disent, ah ouais, il y a tout ça à faire, oh, c'est chiant en fait. Bah oui, c'est chiant, mais je compare souvent, en ce moment, je compare souvent la médiumnité avec Usain Bolt. Vous allez me dire, c'est quoi le délire? Comment t'as réussi à comparer ça? Eh ben, regarde un peu les vidéos sur Usain Bolt. Regarde comment il trime, comment il s'épuise, comment il s'arrache vraiment dans ses entraînements pour réussir un jour à décrocher une médaille. Ben, il faut bien comprendre que tu t'entraînes pas, t'as pas de résultat. C'est la base de toute chose. Je veux dire, moi, mon fils, demain, viendrait me dire, maman, j'ai envie de devenir champion olympique de natation. Je vais commencer par lui acheter un maillot de bain et un bonnet de bain. Enfin, tu vois, je vais dire, attends, déjà, on va partir sur de bonnes bases. On va t'acheter le packaging, ok. Et puis maintenant, tu vas t'entraîner pendant 12 heures dans une piscine pendant 10 ans. Et puis peut-être qu'un jour, mon chéri, tu auras une médaille. Mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Mais il faut te donner les moyens de réussir. Et je pense que beaucoup de gens pensent que, allez, c'est fastoche, je me lance et puis youpi. Et non, en fait, c'est très très dur. Et c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Donc, si toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu es prête à renclencher le bouton on en te disant, allez, c'est bon, j'y vais, bah, commence tout simplement par le commencement. Et peut-être qu'une guidance, ça peut être un bon point de départ. Ou un atelier, Brocéliande. Faites de Brocéliande votre point de départ. Philippe, combien de temps après un décès peut-on tenter le contact avec un défunt? Alors là, encore une fois, c'est de la médiumnité. La médiumnité, pas de loi, Philippe. Donc, il y a des personnes qui vont partir, qui vont décéder, et puis une semaine après, tu peux faire un contact avec eux. Et puis, il y a des personnes qui sont parties, et puis un an après, tu n'as toujours pas réussi à avoir de contact avec eux. Voilà, c'est encore une fois la médiumnité. Voilà. Alors, moi, ce que j'observe, mais après, ça c'est une observation certainement personnelle, j'observe qu'en général, quand une personne s'en va, on va attendre à peu près 4 à 6 mois pour tenter un premier contact. Et pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, avant 4 mois, il n'y a pas grand-chose, ou alors quasiment rien. Et à partir de 6 mois, on commence déjà à avoir des signes. On commence à avoir des petites choses. Mais encore une fois, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Donc je ne pourrais pas te dire. Il n'y a pas de loi. C'est ça qui est compliqué à comprendre, je sais. Marie-Vonne, qui je fais un bisou. J'aimerais savoir pourquoi quand on se suicide... D'accord. Pourquoi quand on se suicide, on a la patate, Marie-Vonne. Pour retrouver un proche qui vient de décéder, on ne le trouve pas. Ah bah, attends, on va essayer de comprendre. C'est-à-dire que, imaginons, une personne décède de mort naturelle, admettons une crise cardiaque, boum, elle est morte, bim, mort. Du coup, sa femme se dit, tiens, moi je supporte pas de vivre sans lui, je vais le retrouver dans l'au-delà, apparemment on est tous dans l'amour et tout l'autre côté, ça a l'air sympa, je mets fin à mes jours et je vais retrouver mon mari. Pas du tout, non, tu vas pas le retrouver. En général, non, c'est pas la même vibration, pas le même état. Il y a une fameuse, quand j'ai fait Brocéliande cette année, oui c'était toujours cette année, quand j'ai fait Brocéliande au mois de mars, j'ai expliqué justement les différentes, l'évolution de l'âme de l'autre côté, et j'expliquais que selon comment on part, on va pas atterrir sur le même plan vibratoire. Donc quelqu'un qui se suicide, il va être sur un plan très très bas. En général, quand tu te suicides, c'est que tu vas pas très très bien, si tu veux, Marie-Vonne. Donc en général, tu vibres plutôt bas, tu vois. Alors que quelqu'un qui se vautre en voiture et qui décède, il peut être très très bien dans sa vie, tu vois. C'est-à-dire c'est l'accident, la mort accidentelle et le suicide. En général, t'es pas dans le même état vibratoire. Donc du coup, de l'autre côté, on ne se retrouve pas. Je sais. Pour ça qu'il faut pas se suicider, Marie-Vonne. Tu vois.
Il faut tenir bon. Parce que sinon, ça me paraît un peu tristounet tout ça. Alors, Sandra, tu m'as envoyé un mail. Il va falloir que... je l'ai lu déjà plusieurs fois, parce que j'ai eu du mal à tout saisir. Des fois, on a du mal à se comprendre à l'écrit. Ne t'inquiète pas, c'est pas forcément toi. Mais tu me disais, je vais te lire, et après, je vais essayer de récapituler. Tu dis, après un dégagement, les mauvaises habitudes des entités ténébreuses qui s'étaient installées sont obligées de nous quitter car notre atmosphère intérieure leur devient irrespirable. Alors, non. Attends. C'est-à-dire que quand tu fais un dégagement de lieu, parce que déjà, on ne sait pas là, est-ce que c'est un dégagement de lieu ou est-ce que c'est un dégagement personnel? C'est pas la même chose. Admettons, on va partir sur un dégagement de lieu. Ça veut dire qu'il y a peut-être des énergies, puisque là, on ne parle pas pour l'instant, quand on fait un dégagement, on ne parle pas forcément d'entité. Ça peut être des énergies, ça peut être une énergie résiduelle, ça peut être une entité intelligente, ça peut être une entité, ça peut être une hantise. Tu vois, il y a différents degrés, il y a différentes choses. On ne peut pas tout mettre dans le même panier déjà, c'est pas possible. Mais admettons qu'on parte sur un dégagement de lieu parce qu'il y avait des entités ténébreuses. Waouh. Donc là, on est tombé dans le dark, admettons. Donc, on va parler d'un dégagement énergétique suite à des phénomènes de hantise. Là, on est dedans. Ok ? Quand on fait un nettoyage énergétique de lieu, un dégagement énergétique de lieu, ça ne veut pas dire qu'on se met devant la porte d'entrée et qu'on leur dit, bon allez hop, toutes les entités ténébreuses, prenez vos clics et vos claques et tout le monde dehors. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. C'est pas, ils vont pas se retrouver dehors avec leur sac à dos en se disant, bon les mecs, du coup on va chez qui? Non. C'est pas tout à fait comme ça, si tu veux. C'est énergétique. C'est-à-dire que ces entités-là, si elles sont là, c'est qu'il y a déjà une raison. Si on a un phénomène d'hantise, il y a une raison. C'est-à-dire qu'ils sont pas comme ça, ils arrivent, tiens, allez, on va aller là, 18 rue, sur le GPS de l'au-delà. Bon, allez, 18 rue Victor Hugo. On est parti les mecs, on y va. Non, en général, si tu as un phénomène de hantise dans une maison, dans un lieu de vie, il y a forcément une explication. Ça, c'est obligatoire. Soit il s'est passé quelque chose de très grave dans cette maison et du coup les entités sont restées bloquées à l'intérieur. Soit c'est le lieu qui appartenait à quelqu'un et cette personne, elle veut pas le lâcher parce que c'est son lieu de vie, elle y tient et elle a pas envie de partir. Soit c'est géobiologique, ça arrive, c'est-à-dire que ça vient du sol. Il y a quelque chose dans le sol qui est énergétiquement très intéressant pour que l'entité elle reste là en se disant waouh, je suis assise sur une batterie, je bouge plus, c'est génial. Enfin, tu vois, ou alors pire, on les a appelés. Il y a ça aussi. Il y a le spiritisme, la Ouija, l'écriture automatique. Toutes ces choses-là, forcément, on va attirer du bas astral. Donc, si elles sont là, déjà, il y a une raison. Donc, il faut déjà identifier pourquoi elles sont là. Ensuite, si c'est vraiment des entités négatives, comme tu dis, les entités ténébreuses, ça peut être effectivement du bas astral. Donc ça veut dire que là, il faut faire intervenir un médium pour qu'il puisse savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du bas astral, des entités négatives? Mais alors, bon, là, on va pas en tirer grand-chose pour le coup, parce que discuter avec une entité négative, comment te dire, ça sert à rien, parce que tu vas discuter pendant 1 heure, et toutes les informations qu'on va te donner ne vont être que manipulation de mensonges, donc il n'y a rien qui ressort en général. Ou est-ce que c'est une entité qui est propre au lieu, et à ce moment-là, il faut peut-être la libérer, donc tu vois, d'une entité, d'un phénomène de hantise, on va arriver sur un passage d'âme. Donc tu vois, je pense qu'il va falloir essayer de poser les choses dans le bon ordre pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, comment on agit et qu'est-ce qui va se passer. Donc peut-être que là, on t'a pas tout expliqué. Parce que tu poursuis après ta question en me disant, une fois dehors, est-ce qu'elles vont chercher un nouveau domicile? Non. Une entité, par exemple, négative qui va être dans un lieu, une fois qu'on va réussir à la dégager du lieu, on va la faire passer, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va faire un passage d'âme. Et si c'est pas nécessaire, on va juste la renvoyer sur son plan vibratoire. D'accord? C'est une question de plan énergétique. Là, on parle pas d'entité SDF.
Enfin, t'imagines si même quand on est mort, on est SDF, franchement. Donc non, une âme qui va être une entité, même négative, même une entité du bas astral, etc., qui va être retirée d'une maison, ne va pas se balader dans la rue avec son baluchon en cherchant une nouvelle victime, ou en allant taper chez le voisin, ou en allant chez la sœur, le frère, etc. Non. Mais ta façon de voir les choses est originale. Ça me fait sourire. Mais je pense qu'on t'a peut-être pas expliqué les choses comme on aurait dû t'expliquer. Ok. Et ensuite, tu disais, si jamais une entité, si tu suis ton raisonnement en te disant que ton entité, du coup, elle est SDF avec son baluchon et que, du coup, elle se dit, tiens, bah, c'est pas grave, Sandra m'a foutu dehors, eh ben, je vais aller voir sa mère. Toc, 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 laissez-moi rentrer, j'ai froid. Donc voilà. Est-ce que c'est possible, du coup, qu'elle aille chez un proche? Non. D'accord? Donc, si toi, tu as eu un problème d'entité ou un problème énergétique chez toi et que 3 mois plus tard, ton père a eu un problème énergétique, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est pas un truc qui se balade. Après, la seule chose, pourquoi pas, ça serait de se dire que ça serait plus fâcheux si tu as quelque chose sur toi. C'est-à-dire que quand t'as la nana qui se veut rassurante, si tu as une entité qui est sur toi et qui tu la balades avec toi, du coup elle te suit si tu veux. T'as des entités comme ça qui collent les gens et qui restent autour d'eux. Si par exemple, on va prendre un exemple. Une personne qui a une entité collée à elle, c'est-à-dire une entité qui la colle partout où elle va. Elle va aller au bureau, par exemple, elle va aller travailler, et là, elle va croiser une autre personne qui a plus de défaillance énergétique ou qui est plus faible psychologiquement, qui est en dépression, qui est malade, qui est affaiblie. C'est possible que l'entité qui soit sur toi, elle aille voir la fameuse collègue. Tu vois? Ça, dans ce sens-là, je suis un peu plus d'accord. Mais une fois qu'on a fait un dégagement énergétique, il n'y a plus d'entité. L'entité, elle n'est plus là, hein, c'est fini. Hein. Donc elle ne peut pas se balader ailleurs. Il n'y a plus. C'est fini, elle est partie. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère. Delphine, il y a quelques mois maintenant, j'ai pris l'habitude de rendre grâce à l'univers et lui faire des déclarations. Au passage, un petit mot pour mes guides et chers disparus. Et depuis que j'ai adopté ce rituel, je me rends compte que ça fonctionne et du coup, je suis de plus en plus dans la gratitude. C'est très bien, Delphine. Je souhaite savoir ce que tu en penses et ce que toi, tu mets derrière le mot univers. Est-ce les anges, les guides, etc. Bah, écoute, comment te dire, Delphine? Si toi, tu le fais, c'est que ça veut dire que tu es en phase avec toi-même. Déjà, tu as envie de le faire, tu le fais et ça marche. Super, tu es en phase, tu es aligné, ça peut que marcher. C'est comme quand on fait les chèques d'abondance. Je sais pas si tu connais un peu je pense que si. Les chèques d'abondance, c'est la même chose. Si tu verbalises, tu dis je veux un nouveau travail par exemple. Tu remercies l'univers de te l'envoyer, bah, tu es dans l'attraction encore une fois. Tu vois, tu es dans l'accueil. Donc c'est formidable. Si tu es dans l'accueil, on va te donner. Si tu n'es pas dans l'accueil, tu n'auras pas. Si tu es dans la positivité, tu auras de la positivité. Si tu es dans l'amour, tu auras de l'amour. C'est de l'attraction. Je suis prête à recevoir, donc j'ai. Moi, je pars toujours de ça. Après, moi, je suis dans la gratitude. Oui, je suis dans la gratitude de la vie. Tous les jours, je me réveille, je me dis waouh, purée, c'est formidable. Ce matin, j'ai envoyé mon fils à l'école. Il y avait un lever de soleil qui était absolument fabuleux. Je me suis arrêtée 4 fois pour prendre des photos parce que je trouve que c'est beau. Là, on est en automne. Il y a les feuilles qui vont changer de couleur dans quelques temps. Et moi, je trouve ça magnifique. Alors, là, encore une fois, je suis dans la gratitude. Merci, c'est formidable. Merci, j'ai des yeux, je peux voir, donc c'est déjà formidable. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de grand-chose, en fait. Moi, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose pour être « Ah, c'est trop beau, quoi ». Ce week-end, là, il y avait la tempête. On a vu des vagues partout. On a été voir la mer. C'était super. Tu vois, je suis contente parce que j'ai vu des feuilles oranges, quoi. Je suis un peu comme ça, moi. Et gratitude, oui, je remercie mon guide très souvent. Je peux pas dire tous les jours parce que c'est pas vrai. Elle me le dit d'ailleurs, tu vois. Elle me le dit, pas tous les jours. Non, mais très souvent, quand j'ai un truc qui se vérifie, je vais lui demander, tiens, tu penses quoi de ça? Et puis là, elle va m'apporter, pour une fois, une réponse super concrète. Je dis, oh, purée, super, merci. Et quand ça se vérifie, alors là, franchement, je dis merci. Mais je pense qu'on n'est pas suffisamment
dans l'accueil et dans le remerciement. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, moi j'ai rien, je comprends pas, c'est nul. » Si t'es hyper négatif comme ça, comment tu veux avoir des choses positives? Si toi t'as compris qu'il faut être dans le positif pour avoir du positif, tu as tout compris. Et l'univers, je pense qu'on a tous notre définition de l'univers. Moi, je vais pas trop loin, tu vois. Moi, mon univers, ça va être, je remercie l'univers. Ouais, je remercie les entités qui sont autour de moi, je remercie mes guides, je remercie ma vie, merci. Et puis je me remercie moi-même aussi des fois, tu vois. Je dis bravo Elisabeth, là, t'as été pertinente, c'est bien. Hein, franchement, t'as vu d'où tu viens, t'as vu où t'es arrivé, bravo. En début d'année, tu m'avais fait une voyance et tu m'avais dit que ma situation professionnelle se bloquerait en septembre. Eh bien, je travaille depuis le 26 août. Ah Ah la conne. J'ai mal lu. J'étais en train de me dire, mais attends, pourquoi elle me dit merci? Ah ouais, t'es vraiment dans la gratitude, toi, Delphine. Ah non, t'es en train de me dire que ta situation professionnelle, je l'avais prédit dans les cartes, dans une consultation de voyance, qu'elle se débloquerait en septembre. Ah bah oui, mais t'as mis un espace entre deux et bloquerait. Ok, je comprends mieux. Donc elle se débloquerait en septembre et tu travailles depuis le 26 août. Curée Elisabeth, quand même, il y a des fois t'es pertinente, hein. Ah, je suis très contente pour toi que tu aies trouvé du travail. Guylaine, lors des contacts médiumniques, de quelle manière vous apparaissent les défunts? Identiques à la photo ou peut-être plus jeunes ou peut-être plus âgés? Alors j'ai déjà parlé de ça, Guylaine, mais je pense que j'ai dû en parler sur le groupe coaching. J'ai pas dû en parler. J'ai pas dû en parler encore, peut-être sur YouTube, je ne sais plus. Alors dans un contact médiumnique, tu as plusieurs possibilités. Soit je vais avoir une apparition physique, c'est-à-dire que je vais pouvoir la voir physiquement. Alors souvent, quand c'est des apparitions, je dirais physiques, on les voit pas en entier. Donc souvent, tu vois qu'une partie, des fois même c'est qu'une partie du visage. Mais ça peut être le visage, le buste, les épaules, et puis ça s'arrête là. Des fois c'est en entier. Ça va dépendre aussi de la capacité énergétique de l'entité. Si elle a beaucoup d'énergie, ça va être très facile pour elle de se matérialiser entièrement. Si elle a peu d'énergie, ça va être vraiment pas grand-chose. Ça, c'est la première chose. Donc, soit c'est une manifestation physique, je peux la voir, comme je vois la personne qui est en face de moi, soit ça va être une manifestation psychique, c'est-à-dire que c'est dans ma tête. Tu vois, c'est comme quand je pense à un souvenir, mais qui ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un microfilm. C'est comme si tu étais assise dans un fauteuil de cinéma et que tu vois la scène en grand devant toi. Mais par contre, tu comprends pas parce que tu l'as pas vécu, en fait. Et là, tu comprends pas. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Et après, je te dirais qu'il y a des entités qui vont choisir, enfin des défunts, j'ai toujours du mal avec ça. Il y a des défunts qui vont choisir effectivement d'être plus jeunes. Enfin, plus vieille, c'est rare. En général, c'est plus jeune. Par exemple, j'ai un ami qui s'est suicidé, il avait presque une cinquantaine d'années. Quand il m'apparaît, il a 8 ans. À peu près, c'est un enfant. Donc la première fois que j'ai vu, j'ai pas compris. Quand ma mère m'apparaît, elle a 40 ans, à peu près. Tu vois, il y a des choses comme ça. Donc souvent c'est plus jeune, souvent c'est à une autre époque de vie. Quelqu'un qui a été militaire, par exemple, admettons. Un homme qui a été militaire va m'apparaître une vingtaine d'années, 20-30 ans, militaire. Et de là, on va dire, tiens, il y a un militaire. Voilà. Tu vois, c'est un peu le choix, je dirais, de l'apparence. Souvent, il y a une résonance aussi avec la période de vie. Tu vois, si j'en suis cette logique, mon ami qui se matérialise et qui me montre un petit garçon de 8 ans, c'est parce que dans sa vie, quand il avait 8 ans, il s'est passé quelque chose de grave et du coup, il est resté bloqué là, quoi. Tu vois, ma mère, 40 ans, ses 40 ans, c'était les meilleurs moments de sa vie, donc tu vois, c'est assez cohérent. Ou en tout cas, c'est ça qu'elle va choisir là sur l'instant. Donc, c'est encore la complexité de la médiumnité. Alors, des fois, tu fais un contact médiumnique avec une grand-mère, par exemple. Elle va te montrer pendant 2 minutes comment elle est partie, ou son corps très affaibli, ou des choses comme ça. Et puis, l'instant d'après, hop, elle va te montrer beaucoup plus jeune. Déjà, des fois, c'est un peu sport, hein, il faut comprendre.
Nous allons continuer notre périple de questions avec la question ô combien pertinente de Marie-Josée, que je remercie bien sûr de m'avoir posé cette question et qui me dit, pouvez-vous me dire, peut dire tu Marie-Josée, hein, peux-tu me dire s'il faut éviter de nettoyer et recharger ces pierres sur une fleur de vie? Ce qui importe Marie-Josée, c'est le résultat. Si toi tu utilises les ondes de forme pour purifier et recharger tes pierres et que tu as du résultat et que ça te convient, continue de le faire. Moi personnellement, je purifie mes pierres et mes pendules, mes oracles, etc. à la lune, parce que je trouve que j'ai plus de résultats comme ça, puis en même temps je te dirais que c'est assez facile, voilà. Mais tout le monde à la lune, tout le monde est content. Et puis tu recharges après dans des coquilles Saint-Jacques mes pierres. Moi j'ai de très bons résultats comme ça, donc pourquoi je le ferais autrement, tu vois. Donc ce qui est important, c'est le résultat. Si tu es en phase avec toi-même et que tu es convaincu de ce que tu fais, continue de le faire. Je peux pas te répondre mieux que ça. Deuxième question. Dans notre cycle sur Terre, doit-on passer par tous les stades, c'est-à-dire végétal, animal et humain? Oh bah non. Ça veut dire qu'avant, j'étais une fougère. Tu vois. Non. Non, on n'est pas sur le même plan vibratoire. D'accord? Les végétaux sont végétaux, les animaux sont animaux, et nous, on est humains. Donc on est sur 3, on va dire, paliers complètement différents. Donc tu ne peux pas avoir une première vie où tu es une fougère ou un géranium. Tu peux pas être un géranium, puis devenir un chihuahua pour finalement finir Marie-Josée. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si ça pourrait expliquer certaines choses. Parce que tu as des gens quand même qui se comportent un peu comme des animaux parfois. On pourrait croire, par exemple, tu dirais ma sœur est une connasse, mais c'est normal, avant c'était une dinde, tu vois. Là, t'aurais une résonance. Mais tu vois, ça marche pas. On n'est pas sur le même stade. On n'est pas sur le même plan vibratoire. Sylvie, à qui je fais un bisou aussi en passant. J'espère que tu vas bien. Bah écoute, oui, ça va plutôt bien. Et toi? Comment progresser sur la voie de la spiritualité sans avoir peur du bas astral? Alors, ça veut dire que tu confonds la spiritualité avec la médiumnité. Il y a des gens qui sont spirituels et qui n'ont, ça n'a absolument rien à voir avec le bas astral. Tu vois? Là, t'as confondu plein de choses. La spiritualité, c'est un état d'esprit. Quelqu'un qui est spirituel, pour moi, c'est même une certaine forme de philosophie. Tu vois, la spiritualité, l'absence de jugement, l'épanouissement, le bien-être, tu vois. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Enfin, moi, c'est ma vision, hein. Après je peux me planter, mais qu'est-ce que tu vas faire du bas astral là? Pourquoi tu nous en parles? Ça n'a rien à voir, c'est un sujet qui est complètement différent. Tu confonds spiritualité et médiumnité. T'as des gens qui sont spirituels mais qui sont pas médiums. Tu vois le genre? Donc je pense que... Pas tout confondre, Sylvie. Jean-Patrick. Jean-Patrick, j'ai décidé de laisser ta question. Ça va être ton moment de gloire. Après, on ne parlera plus de toi, plus jamais. Mais j'ai décidé de traiter quand même ta question. Ok? Jean-Patrick et moi, nous avons un historique un petit peu compliqué. Jean-Patrick a quelques petites déviances. Il m'envoie des messages, des fois particulièrement incompréhensibles, hein, mais bon, Jean-Patrick fait partie de cette minorité qui visiblement s'emmerde très fortement chez lui. Donc le vendredi soir, une fois qu'on a shooté dans le cubi, il nous arrive de déraper, hein, Jean Patoche. Donc je ne t'en tiens pas rigueur, hein. Et j'ai décidé de mettre ta question quand même dans le truc parce que ça peut peut-être aider certaines personnes à obtenir des réponses. Tu me disais, est-ce que tu as déjà expérimenté les montées de Kundalini? Alors, Naturlich, j'ai envie de te dire, tu vas prendre ce sujet, hein, c'est évident, hein, parce que je crois que c'est le seul truc qui t'intéresse en fait, hein, c'est la montée de Kundalini. Personnellement, non, je n'ai pas eu besoin d'expérimenter c'est ça, cette expérience-là.
puisque ma vie sexuelle va plutôt bien, hein, et j'ai pas encore expérimenté ça. Un jour peut-être, hein, je sais pas. Et tu m'as mis après, sinon, souhaites-tu prendre rendez-vous avec moi pour le découvrir? Je suis tentée, Jean-Patrick, mais je vais me retenir. Ouais, je vais attendre, parce que je crois que je suis pas prête. Et pour l'instant, j'en ressens pas forcément le besoin, tu vois. Donc, mais merci. Gratitude envers l'univers de m'envoyer les services de Jean-Patrick. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Flora, est-ce qu'il faut nécessairement être équilibré, énergétiquement parlant, ou avoir un taux vibratoire très élevé pour explorer ses vies antérieures? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Il y a des gens... Regarde, fais des recherches sur Internet, et tu verras, tu vas trouver même des documentaires sur un enfant. Enfin, moi, j'avais vu ça. Un enfant qui a réussi à capter ses vies antérieures. Et c'est juste parce que il l'a capté dans les rêves, etc. Donc c'est pas du tout. Moi, je pense que les vies antérieures, ça peut être capté dans les rêves. Moi, je pense plus à une. Comment je te dirais? C'est comme si on avait accès à une espèce de mémoire qui est stockée en nous, au plus profond de nous-mêmes. Mais ça n'a rien à voir avec une capacité. Pour moi, c'est pas une capacité de capter ses vies antérieures. Après, quand tu arrives à capter celles des autres, là, c'est autre chose. Mais quand tu captes ta propre vie antérieure, pour moi, c'est pas lié à une capacité parapsychique ou parapsychologique, ou etc. Pas du tout. Donc, tu peux être pas aligné du tout, avoir un taux vibratoire dans les chaussettes et capter tes vies antérieures. Pour moi, ça n'a pas de... Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, ça n'a pas de... Ça n'a pas de logique, quoi, tu vois. Ensuite, il y a Cerise. Hier, sur ma vidéo sur le groupe. Alors oui, tu as dû poser une vidéo sur le groupe coaching hier, où tu as fait un essai au pendule. Je t'avoue que je ne sais pas. Oui, donc tu as essayé, ouais, effectivement. Tu as fait un test avec ton pendule, parce qu'on était en train de faire des exercices de radiesthésie, je crois que c'était il y a 15 jours déjà. Et donc tu as fait une petite vidéo. Et 10 minutes après, tu as commencé à te sentir pas bien, avec mal au crâne et très fatiguée. Je suis allée me coucher. T'as bien du bol, toi. T'es fatiguée, tu vas te coucher. Purée, j'ai trop... Voilà. Et ce midi encore, t'étais pas très bien. Donc, petite question, est-ce que le pendule a pu ressentir mon problème physique? Oui, peut-être, oui. Peut-être aussi que l'énergie que tu as dépensée en faisant un exercice de radiesthésie t'a un petit peu plus plongé dans « je vais pas bien ». Tu vois, si t'es au niveau énergétique, si tu veux, t'as le plan physique, t'es fatigué, t'es malade, t'as un problème de santé, etc. Donc ton taux vibratoire, il va pas être terrible puisque tu es malade, il y a un problème. Donc tu vas dépenser du temps, de l'énergie pour faire ta vidéo, pour faire tout ça, et puis du coup tu vas être fatigué. Je veux dire, c'est logique. Tu vois, enfin moi je trouve que c'est logique. T'es pas trop bien, tu tentes quelque chose, tu vas encore plus mal après. Logique. T'es fatigué le matin avant d'aller au boulot, mais t'y vas quand même, parce que t'es obligé d'y aller, à un moment donné. Eh ben, qu'est-ce qui va t'arriver? Le soir, tu vas encore être plus fatigué. Tu vois? C'est logique. C'est logique. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Ensuite, Jennifer, ma copine d'enfance, est en train d'évoluer spirituellement jour après jour. Elle m'a confié qu'elle avait rencontré son dragon pendant une longue méditation. Ah bah oui, elle a dû méditer pendant un sacré moment, ta copine, Jennifer. La vache. Pardon. Il y a un festival en Bretagne, hein, le festival des dragons. Eh bah, tu lui en parles, tiens, comme ça elle va pouvoir y aller, elle avec son dragon. Allez, on y va. Je savais qu'on avait des guides spirituels, des anges gardiens, pourquoi pas, mais un dragon, c'est pour tout le monde aussi. Alors moi, personnellement, je n'ai pas de dragon, Jennifer, parce que ça prend beaucoup trop de place, en fait. C'est beaucoup trop grand. Les dragons, oui, alors effectivement, quand tu t'intéresses un petit peu aux esprits de la forêt. Oui, les esprits de la forêt, les faunes, les gardiens, les dragons, les fées, tout ça. Mais alors j'ai déjà vu des comment je me souviens jamais de ce nom parce que je suis dyslexique et que pour moi c'est un peu comme si on me demandait de prononcer du chinois. Tu vois, t'as des fois des j'ai bugué. Excuse-moi, je me rapproche de la fenêtre. Hop. Des fois,
Tu as des formes, tu sais, dans les nuages, ou des formes dans les arbres, ou des formes, tu vois. Et on va dire, ah bah dis donc, ça ressemble à un chien. Donc c'est un chien. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo, là, il n'y a pas longtemps, on aurait dit un ours polaire, les nuages en forme d'ours. Ça veut pas dire qu'il y a un ours dans le nuage. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, si ta copine, elle est en train d'évoluer spirituellement et qu'elle pense qu'elle est accompagnée d'un dragon, pourquoi pas? Moi, je suis open, il n'y a pas de souci. Elle a le droit d'avoir son dragon. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais par contre, ce qui est très important dans le domaine spirituel, c'est quand même son ancrage, de rester quand même connecté à la réalité des choses et des faits. Parce que, effectivement, il peut y avoir des esprits de la forêt, paraît-il, hein. Moi, j'ai fait une formation, on a fait un atelier brocéliande en avril là-dessus. C'était très passionnant, c'était très intéressant. Maintenant, j'ai aussi gardé mon discernement. J'ai encore pas croisé de dragon dans mon jardin. Donc, si j'en vois un, je le prends en photo, promis. Je fais une vidéo avec, comme ça au moins tout le monde le verra. Mais je pense que c'est quand même important de rester bien ancré dans la réalité des choses et des faits. Ok? Donc on peut croire en plein de choses, mais on peut aussi garder son discernement et son esprit logique, son esprit d'analyse. Tu me demandais ensuite si j'avais lu le fameux livre sur les anges gardiens pendant les vacances. Absolument pas. Non, parce que ces vacances-là, j'ai vraiment rien fait en fait. J'avais prévu de faire plein de choses et j'ai dormi. J'ai bronzé et quand j'avais le temps, je dormais. Mais autrement, j'ai pas beaucoup lu. Donc je te ferai un retour un autre jour, mais pas aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment rien fait pendant mes vacances. Et Dieu sait que ça fait du bien de rien faire. Ouh là là, c'était génial. Charlie, nous purifier ou purifier un lieu avant de mettre en place des protections. Ouais, c'est bien, ouais. Étape 1, je purifie. Étape 2, je protège. Toujours. Les pierres, c'est pareil. Étape 1, je purifie. Étape 2, je charge. Étape 3, je l'utilise. Mais purifier pendant combien de semaines? Tout est noté dans le bouquin. Si on loupe une semaine, parce qu'il faut recommencer depuis le début, bah, si tu te lances dans un protocole de soins ou de purification, si ça dure 3 jours, ça dure 3 jours. Si tu le fais qu'une journée, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de résultat, mais si tu le fais sur 3 jours, engage-toi 3 jours. 3 jours, c'est rien dans une vie quand même, tu vois. À moins que tu aies fait un dégagement énergétique et il y a quelque chose de précis à faire aussi. Quand on fait un dégagement énergétique, très souvent, il y a des conseils à mettre en application après. Si on ne les met pas en application après, il ne faut pas s'étonner que les problèmes reviennent. Normalement, tu as des protocoles qui se sont donnés, hein. Si tu as fait appel à un professionnel, tu as un protocole derrière, c'est obligé. C'est comme quand tu es malade, regarde, Charlie. Prends l'exemple, tu es malade, tu vas chez le médecin. Tu vas mieux, parce que souvent, quand tu sors de chez le médecin, tu vas mieux alors que tu n'as pas commencé le traitement. C'est l'effet placebo, on est tous un peu comme ça. Tu arrives chez le médecin, tu es au bout de ta vie, tu crois que tu vas mourir. Mort imminente, tunnel, lumière blanche, tout. Tu vas voir le médecin, tu sors de là, purée, tu vas mieux, disons. On annule tout. On annule tout, je vais mieux. Et là, normalement, tu as eu une ordonnance avec des cachets à prendre. Alors, oui, c'est chimique, je sais, mais enfin, quand même, c'est-à-dire si on a quand même inventé les médocs à un moment donné, c'est que ça nous fait quand même du bien et ça peut nous sauver, cette histoire. Donc, tu prends ton traitement. Si on te dit de faire le traitement sur 7 jours, tu t'arrêtes pas au bout de 48 heures. Bah, c'est pareil pour ta maison. Si on te fait un protocole de soins, il faut aller jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai envie de te lire. Fatia, je suis tombée amoureuse d'un homme, mais il est en couple. Ah, bah te voilà bien. L'entente est telle que je me suis dit qu'on a dû se connaître dans une autre vie. Pourquoi pas? C'est vraiment très fort, j'imagine. Penses-tu que l'on puisse avoir été en couple dans une autre vie? Oui, peut-être, pourquoi pas, il y a peut-être eu un truc dans une autre vie. Mais que nous ne soyons pas destinés à nous aimer dans cette vie actuelle. Oui, c'est possible, effectivement. Peut-être même que vous avez déjà été ensemble dans une autre vie, que ça n'a pas fonctionné, que ça a foiré, et que du coup, on te le remet sous le nez, tu vois. Ça, c'est des fois la vie est taquine. Ou alors dans une autre vie, ça s'est mal passé entre vous, et du coup, on te remet cette épreuve devant toi, tu vois. C'est possible aussi. Mais après, si tu tombes amoureuse d'un homme qui est en couple, il y a peut-être aussi un problème avec toi-même. Tu vois, peut-être qu'il faut que tu t'interroges là-dessus. Pourquoi tu vas chercher un homme qui est en couple, toi?
Peut-être parce que tu as peur d'en avoir un qui n'est pas en couple. Bah, tu vois, il y a peut-être une cause. Moi, je me pencherais peut-être plus là-dessus. Après, oui, effectivement, il y a des fois des gens, on va dire, qui ont une certaine... il y a un écho, si tu veux. Il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours, où tu as l'impression que tu le comprends, et lui aussi, qu'il te comprend, pour le coup. Tu le comprends, vous le comprenez, enfin bref, tout le monde se comprend. Tu m'as comprise, toi aussi. Et du coup, tu te dis, bah ouais, forcément, j'ai un truc à vivre avec lui. Alors que pas du tout. Ça se trouve, c'est juste une amitié que tu as à vivre. Je pense que faut pas être dans le truc de, comment je te dirais, le fait de croire en la flamme jumelle, les âmes sœurs, etc. Faut pas se dire non plus qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui est un peu sympa, de se dire purée, c'est ma flamme jumelle. Je sens qu'on a un truc à vivre ensemble. Imagine quelqu'un qui est dans une surconsommation de relations physiques. T'as vu un peu le terme que j'ai employé pour ne pas dire plan surconsommation de machin. Eh ben, lui, il va se dire toutes les semaines qu'il a une flamme jumelle. Ouais, laisse tomber, ça va être un homme. Tu vois? Donc peut-être que justement, le fait que tu accroches sur cette personne-là alors qu'il est en couple, ça a peut-être une signification pour toi. Mais il faut aller plus loin que ça. Mais tu peux aussi rencontrer quelqu'un avec qui tu as eu, je dirais, une expérience passée, et dans cette vie-là, bah non, ça se fera pas. Voilà. Et pourquoi? Bah pourquoi pas. Voilà. Moi, je suis assez simple finalement. Nous allons continuer notre petite vidéo for question avec Cécile. Cécile qui disait « J'ai lu ton article concernant la radiesthésie. Donc ça veut dire que tu dois être sur le groupe coaching. Donc je pense avoir ma réponse. » Super. Mais ça me titille quand même un peu, alors je vais poser la question. Ok Cécile, je vois bien qui tu es. Il n'y a pas de souci. J'ai déjà pu lire un homme Non, c'est pas facile de lire un homme. Ça se saurait si on pouvait le faire. J'ai déjà lu un livre d'un homme, a priori connu dans le monde de la médiumnité, mais qui communique avec son pendule. Ça donne bien sûr envie d'essayer, mais on est bien d'accord, c'est tout simplement du spiritisme. Oui, tu as raison, effectivement. Communiquer par son pendule est une certaine forme de spiritisme. Je suis d'accord avec toi. Donc le danger est exactement le même qu'une écriture automatique ou une planche de Ouija, c'est exactement pareil. Je suis d'accord avec toi, Cécile. Donc, si c'est du spiritisme, eh ben, il ne faut pas le faire. Et si ce monsieur a du résultat, tant mieux pour lui. Mais moi, je ne conseille pas de faire des choses comme ça. C'est un truc où il y aura toujours des problèmes après, donc non. Marie, avez-vous... pardon. Je vais y arriver. Alors, j'ai déjà vécu beaucoup d'expériences paranormales, mais comment savoir ce qu'on attend de moi et comment évoluer sans danger? La question n'est pas de savoir ce qu'on attend de toi. La question, c'est de savoir ce que toi, tu attends de toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie? La fameuse question que je pose souvent dans mes rendez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que toi tu veux, Marie? Est-ce que tu as envie d'évoluer ou est-ce que tu n'as pas envie d'évoluer? Est-ce que tu as envie de travailler ou est-ce que tu ne veux pas travailler? Est-ce que tu veux ouvrir la porte de tout ça ou est-ce que tu n'as pas envie ou tu as envie d'évoluer? Enfin, c'est toi, c'est pas ce qu'on attend de toi, c'est ce que toi tu attends de toi. Pose-toi déjà les bonnes questions. Et puis après, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis, si tu as envie d'évaluer ton potentiel et de voir un petit peu ce que tu dois faire et dans quel sens tu dois avancer, je te conseille, encore une fois, de prendre rendez-vous pour une guidance. Betty. J'ai vu une médium qui m'a dit que j'avais une âme d'enfant. En principe, on a tous une âme d'enfant. Oui. Oui, on a tous une âme d'enfant. Je suis en train de chercher parce que j'ai un truc pour faire des bulles. Que j'ai vu avec Christelle à Brocéliande, elle m'avait offert ça, c'était rigolo. Il faut d'ailleurs faire vivre l'enfant qui est en nous. C'est très important. On a tendance à l'oublier. Quand on est adulte, on a tellement de responsabilités qu'on se prend la tête avec des trucs chiants, alors qu'on devrait avoir une petite minute de folie dans la journée pour être heureux et pour décompresser et pour pas se prendre la tête. Voilà. Pour moi, une âme d'enfant, c'est ça. C'est quand t'as... Je vais te montrer. Hop. Une âme d'enfant, c'est quand tu as un crayon licorne. Tu vois, j'ai un crayon licorne qui fait des...
Voilà. Et de temps en temps, je me fais, ouh, dis donc, Elisabeth, c'est tout doux tout ça. Voilà. Des fois, je fais des dessins aussi. Hop là, il y a un truc qui vole. Ah oui, c'est ça. Incroyable, c'est paranormal. Qu'est-ce que j'ai autrement? J'ai des crayons de couleur. Ouais, parce que j'aime bien écrire en violet. Voilà. C'est ça, avoir une âme d'enfant. Une âme d'enfant, c'est quand t'aimes bien les choses simples, quand il y a des petites choses qui t'amusent dans la journée, quand tu te fais des petits délires, quand tu mets la musique et que tu rigoles et que tu danses et que tu chantes, ou que tu fais une marelle. Ouais, je sais pas. Il y avait une vidéo comme ça qui tournait sur internet où il y a des gens qui avaient dessiné, c'était une expérience sociale, comme dit mon fils, expérience sociale. On dessine une marelle par terre dans la rue et on observe la réaction des gens quand ils arrivent face à la marelle. Et 9 fois sur 10, les gens, ils jouent le jeu, quoi. Ils jouent le truc de la marraine, quoi. Toi, ça, c'est faire vivre l'enfant qui est en toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ouais, moi, je fais souvent l'andouille comme ça. J'ai besoin de... Ou je danse, ou je me mets... Ouais, en ce moment, là, j'ai eu une période... je sais pas pourquoi, c'était la semaine italienne. On écoute beaucoup de musique ici, le soir, souvent, en fin de journée, on met beaucoup de musique. Des trucs... des musiques un peu acoustiques, des reprises, du jazz... Et là, je sais pas pourquoi, pendant une semaine, j'ai écouté, je suis honteuse, j'assume, j'ai écouté Toto Cutugno. Voilà, donc tous les soirs, je me tapais mon petit délire là-dessus, parce que je suis une gamine à l'intérieur, j'ai envie de rigoler. Qu'est-ce que je fais autrement? Ce qui me fait plaisir, mais des petits trucs simples, tu vois, des petits délires comme ça. C'est ça, en fait, faire vivre son enfant intérieur. Et quand tu vois comment tous les gens ils se prennent la tête, franchement, il y a des fois, t'as envie de leur dire, tu veux pas faire une marelle? On va rigoler des minutes. C'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Ensuite, tu me disais comment être sûr de ne pas se tromper quand on fait un ressenti sur quelqu'un. Bah, tu seras jamais sûr, en fait, parce que tu peux toujours te tromper. D'ailleurs, on se trompe régulièrement. Donc, tu ne seras jamais certaine. L'idéal, c'est d'essayer. Tu peux toujours te tromper. Je me trompe, des fois, je me dis, tiens, il a l'air comme ci, il a l'air comme ça, on me dit que, et puis des fois je me trompe, c'est pas grave. Tu sais, si on savait toujours comment sont les gens, ça serait énervant. Dès que tu rencontres quelqu'un, hop, tu t'arrêtes, s'il te plaît. Je sais que t'es un pervers narcissique, j'ai pas besoin. Tu vois. Dernière question. Si nous faisons couper les liens karmiques, décidément, vous êtes tous là-dessus, je n'aurai pas la même vie et les mêmes épreuves que j'ai choisies lors de mon incarnation, et quel impact sur ma vie actuelle? Encore une fois, couper les liens karmiques ne va pas solutionner tous les problèmes de ta vie. C'est à toi de faire un travail sur toi-même. C'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais concrètement, tu pourras très bien faire toutes les soins énergétiques du monde et toutes les expériences machin du monde. Si toi, tu fais pas un travail, tu n'auras pas de résultat. Tu vois. Alors moi, je pense que je vois ça comme ça, en tout cas. Après, je peux me tromper, mais... Ça serait tellement facile, t'imagines, toi, t'as un sécateur, clac, tu coupes tous les liens karmiques. Voilà, c'est fait. Ah bon? Et ça a changé quoi? Bah, ça a changé que maintenant, il va falloir que tu travailles, que tu te prennes en main, et que tu fasses peut-être une thérapie, que tu te fasses une introspection, que tu te demandes pourquoi, etc. C'est pas une solution miracle, couper les liens karmiques. Enfin, moi, je vois pas ça comme ça. Frileuse. Je renouvelle ma question que je t'avais posée en fin d'année dernière. Oh, sans déconner. Zappé parmi tous les mails que tu reçois. Ouais, effectivement, ouais, c'est un peu compliqué. Ça concernait les heures pour prier son ange gardien. Arrêtez avec ça, les anges gardiens. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu parles des sites où on dit que de telle heure à telle heure, on prie tel ange. Et les mecs, ils ont des contrats courts quand même, les anges, pendant 20 minutes. Ouais, toi, t'es de garde de 9h à 9h20. Et après, c'est bon. Non, mais je trouve que c'est... Enfin, bref. Mais, écoute, ces sites-là, ils expriment une vérité, encore une fois, qui n'est pas la mienne, du coup, mais pourquoi pas. Donc, toi, ta question, c'était, qu'en est-il avec le prochain changement d'heure? Je pense qu'il faut carrément poser la question sur le site. Tu vois? Après, moi, ma vision, elle est complètement différente. Je pense pas du tout comme ça. Moi, je me dis que tu peux toujours prier, il y aura toujours quelqu'un qui va t'apporter une réponse appropriée ou une présence appropriée. Tu vois? Il y a des personnes encore qui pensent que quand tu as un problème avec ta facture d'eau, admettons, je te donne un exemple, tu as un problème avec ta facture d'eau, tu vas appeler ton fournisseur
d'eau. Bien jusque-là, on est d'accord. Tu vas l'appeler, c'est pas Emmanuel Macron qui va répondre au téléphone pour traiter ton problème. On est bien d'accord. Donc, tu vas avoir l'interlocuteur qui correspond à ton problème. Ok ? Eh bien, moi, je me dis que là-haut, grâce à la hiérarchie angélique, c'est un petit peu la même chose. Tu vas prier l'archange Michael. Si c'est pas lui qui est concerné par ton problème, il va t'envoyer quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si toi, tu pries, à 9h19, tu commences. Tu commences à prier à 9h19. Sauf qu'à 9h20, il y a un changement, purée. Et du coup, elle va passer où ta prière ? Bah, il n'y a pas une moitié avec un ange et l'autre moitié avec un autre ange. Et si tu fais une très longue prière, pendant un changement d'heure, qui c'est qui va te répondre là ? Tu vois ? Donc ça tient pas leur truc. Mais pose la question sur le site et après tu nous diras d'ailleurs, parce que je suis bien curieuse. Aloïs, si un défunt dit de quelqu'un qu'il peut soigner... Ah oui, oui, je t'ai eu. Mais c'est un exemple, donc je vais quand même le dire. Si un défunt dit de quelqu'un qu'il peut soigner, faut-il lui dire ou pas ? Donc, toi, ton exemple, c'était par exemple, admettons, je suis en contact médiumnique, il y a une jeune femme qui vient me voir pour un contact avec sa mère, et sa mère va me dire qu'elle peut soigner. Bah oui, je peux lui dire, mais bon, ça va pas lui faire d'elle un soigneur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une information qui est donnée. Ok, après, il faut quand même aussi tempérer. Dire, c'est pas forcément, demain, elle va pas devenir la plus grande magnétiseuse du monde, hein, mais elle peut essayer, pourquoi pas. Qui ne tente rien, n'a rien. Bérangère, j'avais une question concernant la planche de radiesthésie sur les plans vibratoires. Je ne comprends pas du tout à quoi correspondent les plans, modes et subdivisions. Alors, le problème, Bérangère, c'est que si je traite ta question, ma vidéo va durer 15 heures. Parce que je crois que la radiesthésie est quand même un vaste sujet. Et je te conseille, si tu t'y intéresses, de te rendre sur le groupe coaching, où nous parlons régulièrement de ce genre de choses, et où tu pourras avoir des réponses peut-être un petit peu plus précises. Parce que dans une vidéo foire aux questions, il faudrait que je te réexplique tout le principe de l'échelle de Bovis. Et le principe de radiesthésie, taux vibratoire, etc. Ça va prendre beaucoup de temps, Bérangère. Je suis désolée, mais je crois que ça va être un peu large. Claudine. J'aurais voulu savoir où vont les âmes démentes et dépressives. Dans le bas astral, en général. Est-ce possible que l'âme de ma maman évolue de la même façon que celle de mon papa ? Pourquoi pas ? Qui, lui, n'avait... Alors, ça veut dire que ta maman avait un problème de démence ou de dépression dans sa vie terrestre, qu'elle est décédée, et que du coup, tu te demandes si ils vont évoluer au même rythme avec ton papa. Il y a peu de chance. Parce que ça veut dire que ta maman, elle est arrivée de l'autre côté, déjà, elle a été dans une zone, on va dire, comment je te dirais ça ? C'est un peu comme une zone de tri, tu sais, c'est comme quand tu arrives dans un endroit, toi tu vas d'un côté, toi tu vas de l'autre, toi tu restes là, enfin tu vois, c'est un peu comme ça. Pour schématiser, bien sûr, je schématise, hein. Mais si ta maman, elle avait des gros problèmes de santé, ça veut dire qu'elle était en dépression, elle avait des traitements, etc. Donc, elle était beaucoup plus basse au niveau énergétique que ton papa, qui lui était plus haut. Donc, ça veut dire que ta maman, il faut lui envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées positives, beaucoup d'amour, beaucoup des bougies, de l'encens, des fleurs, des prières, pourquoi pas. Il faut lui envoyer vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour qu'elle puisse s'élever. Tu vois ? Mais si elle est suffisamment élevée, au bout d'un moment, elle sera sur le même plan vibratoire que ton papa. Donc oui, il y a des chances. Mais à la base, non. C'est un peu compliqué. Alors, ça, j'ai répondu. Et ensuite, il y a ici Selma. Certains affirment qu'il serait possible de mourir plus tôt que prévu. Ah oui, c'est possible ça, Selma. Ouais. Ça s'appelle le suicide. Mais bon, c'est pas terrible. Hein. Il y a des gens qui ont essayé et c'était vraiment pas... Non, pas top. Donc, certains affirment qu'il serait possible de mourir plus tôt que prévu, notamment à cause d'un accident qui ne serait pas prévu à la base. Serait-ce possible ? Moi, je pense, tu sais, que tout est prévu à l'avance. Ce qui est terrifiant, hein. Mais je pense qu'on n'a pas de contrôle sur tout ça. Parce que quelqu'un qui a un accident, l'accident, il est forcément programmé, lui aussi. D'ailleurs, on dit ça souvent, quelqu'un qui était au mauvais moment, au mauvais endroit.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. À un moment donné, t'es là, c'est qu'il y a quelque chose qui est programmé à l'avance. Donc moi, je pense que quand on a une espèce de ligne qui est déjà tracée. On a le point A et on a le point B. Et entre les deux, effectivement, il peut se passer des choses qui n'étaient pas prévues. Les petites choses qui n'étaient pas prévues, les rencontres qui n'étaient pas prévues, les erreurs qui n'étaient pas prévues non plus. Ça, c'est notre libre arbitre qui nous fait faire des erreurs, ou pas d'ailleurs, c'est notre choix. Mais je pense que la finalité, de toute façon, elle sera la même. Si tu dois mourir le 14 avril 2042 à 16h, quoi que tu fasses, c'est écrit et tu vas mourir à cet endroit-là. Je sais qu'on pourrait dire, oh bah dis donc, c'est une sacrée fatalité, tout est écrit d'avance, donc en fait on a du contrôle sur rien. Bah effectivement, je pense qu'on n'a pas de contrôle sur rien. Donc c'est aussi pour ça que je trouve un petit peu ridicule de faire des plans sur la comète à 10 ans, enfin souvent les gens me disent ça, ouais mais dans 10 ans je serai où? Non, on s'en fout, où tu seras dans 10 ans. Moi je sais pas où je serai dans 10 minutes. Alors, dans 10 ans, t'imagines? Aucun intérêt. Mais quelqu'un qui a besoin de se rassurer, quelqu'un qui a besoin d'avoir cette sensation de contrôle-là, elle va toujours avoir besoin de faire des plans sur la comète et d'aller très 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 loin sur l'échelle des probabilités. Si je fais ça, il va se passer ça, puis il va se passer ça, puis il y aura ça. Oh, mais on s'en fout. La première probabilité, elle est déjà pas bonne. Alors, entre ce que t'imagines qui va se passer et ce qui peut se passer, en général, il y a quand même un sacré écart. Ça se passe jamais comme on a prévu. Jamais. Donc, ça ne sert à rien. Ouais, ça s'appelle lâcher prise. Lâcher prise, c'est se dire, bon bah écoute, laisse tomber. On est le 30 septembre, il est 16h02, et qu'est-ce qui va se passer à 16h10? Bah on n'en sait rien. Peut-être que je vais mourir à 16h08. Alors, la vidéo, elle sera jamais postée. Voilà, c'est comme ça. Et je suis très fataliste. Moi, je vais pas voir ce qui se passe dans 10 ans. Ça m'a toujours bluffé, d'ailleurs, ça, ceci dit en passant. Ça m'a toujours bluffé de me dire... tu vois, souvent, les gens, ils me disent ça... bah, est-ce que tu peux me dire... dans un entretien, par exemple, dans un entretien d'embauche, quand vous faites un entretien, enfin, moi, quand j'en faisais avant, il y avait toujours une question à la con. Et c'était... Elisabeth, vous vous voyez où dans 10 ans? J'en sais rien, moi. Dans 10 ans. Oh. Dans 10 ans, j'aurai 48 ans. Ça, c'est la seule certitude que j'ai. Voilà, j'aurai 48 ans. Qu'est-ce que je ferai? Où je serai? Pourquoi je serai? Et avec qui je serai? Mais j'en sais rien. Et la blague, c'est que j'en ai absolument rien à faire. Ce qui m'importe, c'est ce que je suis en train de faire là, maintenant. Le reste n'a aucune importance. Le passé est parti pour toujours. L'avenir ne viendra peut-être jamais. La seule chose qui est intéressante, c'est ici, maintenant. Alors, de savoir si je vais partir plus tôt que prévu, comment je vais partir et dans quelles conditions, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je veux une mort quand même à peu près clean. Voilà, je veux pas un truc... Je veux pas mourir sur mes toilettes. Ça, il est hors de question. Non. Je veux quand même pas que tout le monde se marre quand ils vont me trouver, quoi. Tu vois, Elisabeth Medium, elle est morte sur ses chiottes, ça le fait pas. C'est pas glamour, ça me correspond pas. Non. Moi, je veux un truc bien, tu vois, un truc présentable, où je suis déjà vachement bien faite et tout. Nickel. Je suis partie dignement. Voilà. C'est tout ce que je demande. Je veux pas un truc glauque. Mais après, comment, quand, pourquoi et dans quel but, on s'en fout. On s'en fout. Enfin, moi, on s'en fout. Non. Il y avait une chanson comme ça. Mais c'est ma vision des choses, encore une fois. Je pense que l'important, c'est ici, maintenant. Ce qu'on fait maintenant. Les choix qu'on fait maintenant. Il y a aussi un truc, tu vois, tu me fais penser à ça. Je dérive un peu, mais c'est pas grave. Il y a aussi des gens qui vont me dire, Elisabeth, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Mais c'est quoi cette question? L'homme de ta vie? Oh la vache! L'homme de ta vie? Ça veut dire que tu vas le rencontrer à 25 ans, il va être avec toi toute ta vie? Oh, ah non, mais moi je préfère pas savoir. Ouh là là, moi je sais pas, moi. Moi j'ai l'homme de l'instant. J'ai pas l'homme de ma vie, j'ai l'homme de l'instant. Je vis maintenant. Je vis pas dans 30 ans ce qui se passe et savoir si je vais mourir vieille avec mon mari, tous les deux en train de faire du Zimmer l'un à côté de l'autre. On s'en
fout. On est là maintenant. Donc, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Je te le dirai à la fin de ma vie. Voilà. Je comprends pas. Mais c'est peut-être moi. Hein. C'est peut-être moi. C'est peut-être ma vision des choses qui est un peu bizarre. Moi, je vis maintenant. Est-ce que je suis sur mon chemin de vie? On s'en fout. Est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu es en phase avec ce que tu fais? Oui. Eh ben alors, tu es sur ton chemin de vie. Voilà. Les choses, elles sont simples. Hein. Je pense d'ailleurs que la vie est très simple. Les gens sont compliqués, mais la vie est simple. Donc voyez les choses simplement. Gardez votre âme d'enfant pour voir les choses très simplement. Un enfant à 5-6 ans, il s'en fout de son chemin de vie. Lui, ce qui lui importe, c'est est-ce que son crayon rouge va pouvoir dessiner la cape de Superman. Point barre. Et il a raison. Il a raison. C'est pour ça que les enfants sont beaucoup plus heureux que les adultes. Nous, on se torture l'esprit avec des trucs chiants, alors que la vie est d'une simplicité mais incroyable. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'était mon petit final. Je vous remercie bien entendu de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé. Merci pour vos commentaires, bien sûr. Et puis, je vais vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos, bien sûr, sur YouTube et sur Facebook, et sur le groupe coaching, et sur Vimeo, et un petit peu partout, parce que je suis un peu partout maintenant. C'est vrai, et vous êtes nombreux à me suivre de plus en plus, et je vous remercie pour ça, parce que ça fait bien chaud au cœur. Là, maintenant, tout de suite, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt, merci, et surtout prenez soin de vous.